Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, l'Organisation des Nations Unies dénonce les restrictions croissantes de l'espace civique à l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, exprime ses préoccupations quant au climat de fortes tensions qui prévaut dans le pays sous le régime de Paul Biya. Dans son communiqué daté du 22 septembre 2025, il énumère plusieurs cas de restriction de l'espace civique et démocratique, notamment l'interdiction de certains rassemblements, l'interruption d'interviews de personnalités politiques par les autorités administratives, l'exclusion de certaines figures politiques de la course à l'élection présidentielle, l'intimidation de candidats et de leurs partisans, l'arrestation de 53 partisans de l'opposition devant le Conseil constitutionnel pour troubles à l'ordre public et la suspension de 5 organisations de la société civile. Pour le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, ces restrictions suscitent des craintes quant à la possibilité pour les électeurs d'exprimer librement leur volonté. Par conséquent, le régime de Yaoundé doit prendre des mesures urgentes pour garantir un environnement propice à des élections libres, transparentes, inclusives et authentiques. Le gouvernement camerounais répondra-t-il aux préoccupations soulevées par le diplomate onusien? Quel impact ces restrictions pourraient avoir sur le processus électoral? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission. Mais avant, place au journal. Opération coup de poing à Toungan, la Légion de gendarmerie de l'Ouest traque les suspects dans ce quartier du 2e arrondissement de la ville de Bafoussam, réputé pour la forte activité criminelle de certains hors-la-loi. Les populations ont perdu le sommeil. À la veille de la rentrée scolaire et de l'élection présidentielle, les forces de défense et de sécurité ont lancé une chasse à l'homme de ce côté. Au petit matin de ce vendredi, plusieurs suspects ont été interpellés, des véhicules et motos d'origine douteuse saisis. Le reportage à Bafoussam de Franck Roch Tassonka. Vous présentez par exemple le certificat de paix. On comprend que vous avez perdu vos pièces d'identité. Ne vous retrouvez jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous n'avez pas de pièces d'identité, mais vous sortez pour aller vivre dehors dans la nuit. Voici l'une des raisons de l'interpellation de certains suspects au quartier Toungan, considéré par les forces de défense et de sécurité comme quartier criminogène de la MIFI. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Dans le cadre de cette opération, de dénicher tous les nids des malfaiteurs, de les désorganiser afin de permettre, spécifiquement pour ce moment-ci, permettre un bon déroulement de la rentrée scolaire et la campagne électorale qui va s'en suivre et les élections. C'est dans ce cadre que depuis pratiquement 48 heures, nous sommes sur le terrain pour mener des opérations coup de poing sanctionnées par une opération de police dans un quartier criminogène de Bafoussam. L'opération baptisée Tentacule est rendue à sa 7e phase. D'après le lieutenant-colonel Tanfils Jean-Michel, elle a pour principale mission de sécuriser les populations et leurs biens dans les quartiers en proie à l'insécurité à la veille de la rentrée scolaire et du scrutin présidentiel du 12 octobre. Nous avons interpellé environ 19 personnes suspectes, telles que les images peuvent le démontrer, et 2 véhicules ainsi que 13 motocyclettes qui nous paraissent d'origine douteuse. L'approfondissement des enquêtes va nous permettre d'établir une ou 2 choses, et ainsi que les responsabilités. Après 48 heures passées dans les profondeurs du quartier Toungan, plusieurs suspects ont été interpellés, véhicules et motos saisis. Cette opération va s'étendre davantage afin de mettre hors d'état de nuire les présumés criminels, a indiqué le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, le colonel Abba Saïdou. À Douala, dans la région du littoral, la route qui mène à l'entrée principale du complexe sportif de Japoma se détériore à vue d'œil. Construite en 2021, elle compte environ 44 nids de poules et cause des dégâts aux véhicules qui l'empruntent.
Pour échapper aux embouteillages de l'entrée est de la ville, la plupart des conducteurs ont choisi ce chemin, mais tous le vivent désormais comme un calvaire. Illustration dans ce reportage de Jires Azangué et Fondre les Marquez. Escaping the daily traffic on the east entrance into Douala, which is National Road number 3, most drivers now use the bypass road around the Japma Sports Complex, which is gradually deteriorating. Vous voyez qu'elle n'est pas vraiment véritablement pratique. Vous voyez qu'on passe dans l'autre sens, dans le sens contraire. Hein? Vous voyez qu'on est en train de violer le code de la route, non? Voilà, on passe dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'on va faire? On gère ça comme ça en attendant que les choses se fassent peut-être en saison sèche, je ne sais pas trop. Constructed in 2021, before Cameroon hosted the Africa Cup of Nations, the road has developed 44 potholes. Parce qu'il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Même s'il y avait moyen de passer que par le champ, là, on ne devait pas. Il n'y a pas le choix, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Tu vois, ça fait 2 heures de temps qu'on est là au niveau de Japoma, dans les embouteillages. On n'a pas de route nationale, une route qui est censée rouler à 110 minimum. Mais on n'arrive même pas à mettre la voiture à 60. The Japma Sports Complex intersection road, which now serves as an alternative route for some, is not helping drivers due to its poor condition. On voudrait à peine de faire. Mais on a l'impression que le gouvernement travaille avec les matériaux provisoires. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait, on a dit que si on attend qu'un membre du gouvernement est en train de passer sur cette route-ci, en 2 secondes on va rembler. Une fois que le membre est passé, 2 jours après, ça retrouve son état normal. There are consequences for those who use the road as their vehicles are prone to damage. Le mieux, c'est même qu'on enlève une fois le goudron, on sache qu'on est nu. Parce que nous sommes dépassés. Chaque jour, nous sommes au garage. On sort le matin, tu fais une voiture, on ne peut pas faire une semaine au garage. On s'en sort plus. Les mauvais états de route, les trous, les nids, les poules partout. Ça nous coupe les lames, les goudrons, ça coupe les pneus, etc. On s'en sort plus. Là-bas, là-bas en bas, c'est gâté. Tout est gâté. Le rond-point qu'on a fait là-bas en bas, là, mieux on laissait la route comme c'était avant. While pleading for the road to be reconstructed, commuters lament and question why and how the road deteriorated so quickly just a few years after its construction. Toujours à Douala, les routes en pavé seraient plus résistantes pendant la saison de pluie que celles en bitume, selon le maire de la ville de Douala. Face à la presse, Roger Mbassandine a justifié le choix de ce matériau pour les travaux de réfection de certaines routes de la capitale économique. Il soutient que la pouzzolane n'est pas utilisée sur les routes dégradées car elle s'éparpille facilement. L'on apprend également qu'en 5 ans, à la tête de la mairie de ville, le maire et son exécutif ont réussi à faire aménager 125 km de route d'une valeur de 75 milliards de francs CFA. Le point avec Jires Azangué et Fondre les Marquez. Addressing the press on the state of the urban roads in Douala, the city mayor Roger Mbassandine disclosed that since taking office, 135 kilometers of roads have been constructed. Answering questions on why most roads are paved, he explained that according to his technicians, pavements are more resistant during the rainy season. Ce n'est pas parce que vous avez fait une route qu'elle va rester éternellement dans le même état. Même votre propre maison ne restera pas éternellement dans le même état. Elle va se détériorer sous l'usage des uns et des autres. C'est ce qui passe avec les routes. Donc, dire qu'on a perdu 98 milliards, je pense que c'est une mauvaise comptabilité. Vous êtes peut-être... Le problème, monsieur le maire, sur la durée, en 5 ans. Il y a quand même un certain temps qui est donné à toute structure construite pour être amortie. J'estime que les routes, quel que soit ce qui va être expliqué, après 5 ans seulement, je préfère mettre seulement, qu'elles se soient effondrées complètement, ça pose quand même des questions, monsieur le maire. Non, je vais donner la parole à mon collaborateur, puisque je crois que vous avez besoin d'explications techniques. Ce que je veux vous dire, c'est que ce ne sont pas les mêmes kilomètres qui sont effondrés. En réalité, regardez bien. Aujourd'hui, quand vous faites 100 mètres de pavé, la partie qui vous avez mis le pavé reste. Mais comme la route est vieille, 50 mètres plus loin, vous avez des trucs qui commencent à se faire dans les mois qui viennent. Donc, on n'a pas perdu.
cette partie. Simplement, il y a le réseau routier de Douala est un réseau très vieux. Mayor Mbasandine further explained during the press conference that the council is hesitating to apply Pozolan on deteriorating roads because it washes off quickly. The Douala City Council mayor informed the press that upon taking office in 2025, they conducted a diagnosis to prioritize the construction of 225 kilometers of roads worth 175 billion CFA francs, but due to limited funds, they have managed to construct 125 kilometers of roads worth 75 billion CFA francs. Et dans l'ensemble, le réseau routier camerounais enregistre une amélioration de plus de 5 points par rapport à l'année 2024, selon le ministre des Travaux publics. Mais celui-ci demeure confronté à de lourds défis tels que le vieillissement, la dégradation accélérée, le changement climatique, l'incivisme des usagers et bien d'autres. Ces informations ont été rendues publiques par Emmanuel Nganou-Djoumessi au cours d'un point de presse donné à l'issue de la revue des projets routiers. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapungé. Au cours d'un point de presse tenu dans la ville de Yaoundé, le ministre des Travaux publics a présenté l'état du réseau routier national, mettant en avant à la fois les efforts du gouvernement et les contraintes persistantes. Selon le ministre, le Cameroun dispose d'un réseau de 66 873 km, mais la praticabilité demeure limitée, notamment en zone rurale. Nos autoroutes sont en bon état, 100%. Les routes nationales sont en bon et moyen état sur 71,3% de l'aire linéaire, avec 80% pour le linéaire de route bitumée en bon état. Les routes régionales sont en bon ou moyen état sur 45,1% de l'aire linéaire, avec 67% pour la partie bitumée. Les routes communales, quant à elles, sont en bon ou moyen état sur seulement 24,2% de l'aire linéaire. Malgré ces avancées, les défis restent nombreux. Vieillissement rapide des infrastructures, effet du changement climatique, incivisme des usagers, faiblesse du tissu local du BTP, retard de paiement et insécurité dans certaines régions. Cela appelle deux choses. D'abord, la discipline des riverains. Voyez-vous, les voies d'assainissement, les voies d'évacuation des eaux sont encombrées par toutes sortes de détritus. Ce qui m'a amené à prendre une troisième mesure, c'est de construire des glissières en béton armé, d'auteur variant entre 1,30 m et 1,50 m, pour délimiter la chaussée de son envahissement par des marchés spontanés. Les administrations de proximité, c'est-à-dire les municipalités, doivent jouer leur rôle dans la maîtrise de leurs espaces marchands et surtout les usagers de la route, les riverains doivent faire œuvre de civisme. Le Cameroun enregistre des progrès dans le domaine routier, mais reste confronté à des contraintes structurelles, sécuritaires et climatiques. Le défi consiste désormais à bâtir un réseau résilient et accessible, capable de soutenir durablement le développement. Dans la suite du journal Rentrée scolaire, le rendez-vous, c'est lundi 8 septembre 2025 à l'approche de la reprise des classes. Une initiative solidaire a récemment illuminé le quartier Makepe-Misoke à Douala. Un groupe de jeunes soucieux de l'éducation a offert des cahiers et des stylos à plusieurs dizaines d'enfants lors d'une cérémonie organisée au lieu-dit Bloc 4. Le reportage de Jirès Azangué. Du sourire, il y en avait sur les visages de plusieurs dizaines d'enfants venus recevoir cahiers et stylos à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Cette cérémonie, rendue à sa 3e édition, est celle des jeunes du bloc 4 de Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Un seul objectif, doter ces élèves du minimum en fourniture scolaire pour bien entamer la rentrée scolaire. Nous sommes à la 3e édition et l'idée qui m'est venue de mettre cette initiative sur pied, c'est que vraiment une rentrée scolaire, j'ai vu vers 10h30 lorsque je rentrais du travail, j'ai vu un enfant à la maison, il jouait, il a posé la question à l'enfant,
qu'est-ce que tu fais à la maison? Il m'a dit ceci, que les parents n'ont pas encore payé les cahiers pour qu'il aille à l'école. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait mal. C'est ça qui m'a poussé à mettre le sous-sassi sur pied, comme vous voyez là. Pour l'autorité du bloc, c'est une initiative à saluer et à encadrer. Je voudrais que la prochaine fois, que les élites du bloc, et même pourquoi pas rencontrer le maire de Douala 5e, pour qu'ils viennent assister à ce genre de geste qu'un jeune qui fait pour ses petits frères, parce que vraiment c'est un jeune, il n'est pas mature, et que les petits miettes qu'il a, qu'il met ça à la disposition de ses petits frères. Vraiment, ça nous a touchés. Et on aimerait que prochainement, que ce soit les bienfaiteurs du quartier et tous ceux qui peuvent nous entendre à travers cette vidéo, lui viennent en aide pour que la 4e édition soit haut de gamme. Pour les syndicalistes et parents, il est plus qu'urgent que des appuis suivent pour que les prochaines éditions prennent en compte plus d'enfants. Les prochaines éditions, nous allons mettre le paquet pour que la prochaine fête soit énorme, pour que la prochaine fête soit grandiose. Vous avez vu, tous les enfants et les cahiers sont contents. C'est vraiment une chose vraiment excellente. Elle est grandiose. Mon souhait serait que plusieurs personnes ou plusieurs personnalités se joignent à cette initiative. Parce que ce n'est pas la première année, ce n'est pas la deuxième année. Nous sommes à la 3e édition. Et nous voudrons que cela se multiplie, qu'il y ait au moins plus de dons pour ces enfants-là. Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2025-2026 débutera sur tout l'étendue du territoire national le lundi 8 septembre prochain à 7h30. Un jeune entrepreneur rêve grand et agit. Missé théologien a inauguré dans l'après-midi d'hier Albo Academy, un centre de formation et de coaching entrepreneurial. La structure fait partie de ces 10 startups portées par une vision claire et un objectif, réveiller les talents des jeunes Camerounais. Une cérémonie riche en symboles marquée par la présence de figures inspirantes telles que Cyril Bojiko, président-directeur général du groupe Balafon Média, et l'ombre du milliardaire nigérian Aliko Dangote. Des figures marquantes, mais davantage des exemples entraînants et inspirants pour ce jeune promoteur. Reportage Théo Danto. À Douala, dans une ambiance empreinte de solennité et d'espoir, Missé théologien a procédé à l'inauguration officielle de Albo Academy, un centre de formation et de coaching dédié à l'entrepreneuriat jeune. La cérémonie s'est ouverte par une prière œcuménique portée par un homme de Dieu pour placer ce projet sous la protection divine. Un moment fort qui témoigne de la dimension spirituelle que le promoteur souhaite associer à cette aventure humaine et professionnelle. Mes grands maîtres sont M. Aliko Dangote et M. Cyril Bojiko. Et moi, j'ai juste agrandi ce rêve-là, tout en voulant former une nouvelle vague d'influenceurs. Les influenceurs techniques. Parce que nous vivons tous dans des conditions difficiles, mais nous refusons de faire le premier pas. Et avec la Albo Academy, nous allons remettre les pendules à l'heure. Porté par la vision d'un Cameroun debout grâce à ses talents, Missé théologien, père de famille, coach motivateur et créateur de 10 startups, a partagé son rêve, nourri par 2 figures majeures. Aliko Dangote, icône de l'industrie africaine, et Cyril Bojiko, PDG du groupe Balafon Média, auteur, légende de la radio et partenaire de l'événement. Finalement, je me rends compte que c'est un gars très ambitieux. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il a réalisé et de ce qu'il est en train de réaliser parce que, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un début. Il est encore très loin de son idéal de valeur. Ce n'est que le premier pas vers un chemin de grandeur qui va également agréger toutes les forces du Cameroun en termes de jeunesse, en termes d'intelligence, en termes de main forte, mais aussi, il va écrire une très belle histoire. Au cœur du centre, Albo Academy, mais aussi TMTV Studio, Allo Saveur, Moncora, une salle de conduite virtuelle et bien d'autres plateformes prêtes à l'emploi. La vision est claire, former, motiver et construire des solutions locales. Marraine de l'académie, Marie-Flore Amassana croit fermement à l'impact de cette initiative. Je suis très honorée, ça a été une surprise agréable. Ensuite, on a fait le tour des installations. J'ai trouvé des installations de haute technologie,
de bonne qualité, puisque travaillant dans un média, je connais un tout petit peu ce qu'il y a de ce côté. Et tout ce que je vais dire, c'est beaucoup de courage à l'équipe. La coupure du ruban symbolique, suivie d'une visite guidée, a permis aux invités de découvrir un espace déjà fonctionnel, tourné vers l'avenir. Dans la page magazine, saviez-vous que certaines reines en pays bamileke passent également 9 semaines au Lakam? C'est un rite d'initiation réservé aux souverains. Le groupement Bansoa frontalier à la MIFI a cette particularité de faire partie de la shortlist de groupements encore enracinés dans la tradition et les rites du Lakam. Là-bas, pour y accéder, surtout chez les femmes, il faut avoir un lien ancestral avec la famille royale. C'est dans ce contexte que Sa Majesté Tchinda, Jean de Dieu, roi des Bansoa, au trône depuis 1992, a couronné l'une de ses filles sortie du Lakam avec honneur. Franck Jurok-Tassonquin revient du groupement Bansoa. Dans la chefferie supérieure Bansoa, à l'ouest Cameroun, c'est un événement majeur, le couronnement d'une reine. Le visage teinté de couleurs vives, le corps resplendissant dans ses atouts traditionnels, des arbres de paix et colis à main, une image chargée de symboles. La nouvelle Mafo, comme on les appelle affectueusement ici, est présentée publiquement par Sa Majesté Tchinda, Jean de Dieu, comme l'une des sirènes du développement du groupement Bansoa. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à récompenser ceux de ses enfants qui sont démarqués. Et le cas donc de Mafenchinder, c'est un cas assez exceptionnel parce qu'elle a posé des actes. Lesquels actes ont, n'est-ce pas, permis au chef de lui donner ce titre. C'est un titre assez spécial et comme Sa Majesté l'a dit, elle s'est démarquée dans ses enfants et elle mérite amplement, n'est-ce pas, ce titre qui lui a été, n'est-ce pas, donné par Sa Majesté. Dans certaines traditions, chez les Grasfield, apprend-on, les reines ayant un lien ancestral passent plusieurs jours au Lakam. De Lakam, déjà que le Lakam est un lieu traditionnel et la sortie du Lakam c'est la fin d'un processus d'initiation à laquelle dans ce cas-ci Maf Tchinda a fait pendant quelques semaines et l'événement final c'est la sortie de cette procédure d'initiation. Il s'agit d'un processus d'initiation qui les prépare à leur mission assignée par le monarque. Dans le cas d'espèce, cet anoblissement est motivé par les actes posés en faveur du développement du terroir. Je l'ai reçu, c'est un encouragement du chef Bansoa qui, de par mes œuvres, a préféré m'honorer en me donnant ce titre. Et ce titre, le nom que je porte, c'est le nom du chef Bansoa actuel. Cette distinction représente la noblesse. Pour moi, je crois que c'est un mérite, c'est une félicitation, c'est un encouragement de par mes œuvres. Situé à 22 km de Bafoussam et à plus d'une vingtaine de kilomètres de Tchang, le groupement Bansoa est connu pour son climat doux et son paysage pittoresque avec des collines verdoyantes. Ce groupement frontalier, au groupement Bamendou, est réputé pour sa diversité culturelle impressionnante avec des traditions et des coutumes riches et variées. Le développement de Bansoa est attribué à ses forces vives. Historiquement, dans les chefferies traditionnelles de l'Ouest, le couronnement, loin d'être une distinction, est une interpellation pour le développement. J'ai eu des responsabilités. Je crois que je ne serai pas très surprise parce que je suis d'abord une chef d'entreprise. J'ai toujours géré les gens. Je sais comment gérer et manager les gens parce que quand on est reine, il y a des choses qu'on ne le fait pas et on est appelé à mettre plus la main dans la pâte
pour pouvoir élever le village, honorer le chef, respecter la population. Au trône de la chefferie supérieure Bansoa, depuis 1992, le roi Tinda Jean de Dieu n'a cessé de prôner certaines valeurs, comme l'intégrité, la cohésion et le développement. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Déroulement de l'élection présidentielle du 12 octobre dans un climat d'apaisement, de respect des libertés individuelles et politiques des citoyens et leaders de l'opposition, la société civile et les médias. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur les violations récurrentes des principes d'un espace civique et démocratique à l'aube d'une consultation électorale majeure. Volker Turk recommande aux autorités une élection libre, transparente, inclusive et honnête en vue de la préservation de la paix sociale, même si cette réaction tardive est à déplorer. Question, le régime de Yaoundé prêtera-t-il une oreille attentive aux prescriptions du diplomate onusien? La lecture de Jean-Paul Chuniat. À la veille du scrutin du 12 octobre prochain, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce les manœuvres du régime de Yaoundé, muselant les acteurs politiques depuis la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier. Le fonctionnaire onusien Volker Turk énumère un ensemble de violations des droits des citoyens commises par le pouvoir en place, dont les plus récentes, la garde à vue administrative de 53 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés lors des audiences publiques du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel, avec à la clé une détention jugée grotesque au fallacieux motif de trouble à l'ordre public, rassemblement illégal, rébellion et incitation à la révolte, mais finalement libéré pour des prétextes infondés. L'avocat autrichien souligne à grands traits: nul ne devrait être arrêté pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Volker Turk fait état de l'exclusion de certains candidats à l'élection présidentielle, dont celle de Maurice Kamto, arrivé deuxième à la dernière de 2018. L'interdiction grandissante des activités des partis politiques de l'opposition, à l'instar de l'interruption de l'interview du candidat recalé à la présidentielle Dieudonné Yebga, et pas plus qu'hier, l'interdiction au Dr Boucher du MRC d'accéder au local de son parti à Garoua et la sommation de quitter Manu Militari et la ville et ne plus mettre ses pieds dans la région du Nord. Aussi a martelé Volker Turk, l'égalité d'accès à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentielle. Toute mesure susceptible de priver certaines parties de la société camerounaise de leurs droits devrait faire l'objet d'une attention immédiate. Le musellement des organisations de la société civile n'a pas échappé aux diplomates onusiens, cas du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, scellé depuis décembre 2024 et ses responsables traînés en justice. De toutes ces violations et manœuvres du régime Biya, qui crispe l'atmosphère politique à l'approche d'une échéance électorale majeure, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, critiquant toutes ces restrictions de l'espace civique et démocratique, recommande à l'ordre du 6 novembre 82 de prendre toutes les mesures urgentes devant garantir des élections libres, transparentes, inclusives, honnêtes, paisibles et crédibles, déplorant toutefois qu'un tel environnement propice ne prévale pas au Cameroun. Pour résumer ses propos, le diplomate autrichien Volker Turk appelle le gouvernement camerounais à respecter le droit d'exercer des organisations de la société civile et des médias, lutter contre la montée des discours de haine, de la désinformation et de l'incitation à la violence sous toutes ses formes, si bien martelé en mai 2019 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Seulement des hommes politiques et acteurs de la société civile déplorent toutefois cette dénonciation, qu'ils jugent tardive une fois les faits déjà consommés. La grande question désormais, c'est savoir si le pouvoir de Yaoundé est prêt à accorder une oreille attentive au respect des préalables de transparence et du respect des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies. Merci Jean-Paul Chuniat. Bienvenue une fois de plus à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre sur Balafon Télévision, la page officielle de Balafon, et puis sur le 922 et le 515 du bouquet Canal+. Paul Maël, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes le porte-parole du candidat Kérémouna. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bonsoir à mes co-discutants de ce soir. Et oui, effectivement, je suis le conseiller spécial et porte-parole du candidat Kérémouna pour cette élection présidentielle. Bouba Yaya Monglo, membre du Conseil national de l'UNDP, bonsoir, merci
d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Claude. Bonjour ou bonsoir à mes communicants. Je crois bien que c'est ma première fois ici sur Balafon, relativement aux élections présidentielles du 12 octobre 2025. Nous nous retrouvons par rapport à l'intervention de l'ONU ou à l'implication de l'ONU dans la gestion de ces élections. Et je crois bien que nous allons beaucoup plus approfondir, je crois bien que nos idées sur le plateau. Merci. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rapprocher votre micro, mettre de côté le bloc-notes pour une meilleure qualité d'écoute. Voilà, merci beaucoup. Serge-Henri Kelbé, homme politique, membre du RDPC, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Madame Maillot, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à, n'est-ce pas, vous téléspectateurs qui nous suivent ce soir. C'est un plaisir d'être là. Nous parlons ce soir du non-respect des libertés civiques et démocratiques suite à la sortie du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. D'ailleurs, hier, le meeting de l'UNDP prévu à Limbé a été autorisé, puis interdit, puis réautorisé. Bouba Yaya, que s'est-il passé à Limbé? Bon, je crois bien que c'est... Avant de parler même de Limbé, je parle d'abord de Meganga. Oui. Vous avez vu comment une autorité administrative se permet d'aller barrer la route nationale numéro 1 et puis empêche un ancien Premier ministre, un ancien ministre d'État qui a beaucoup donné pour ce pays, parce que c'est le fait qu'il est en train de convoiter l'élection présidentielle. Mais selon le sous-préfet, vous n'avez pas respecté les consignes du récépissé de déclaration de manifestation qui interdisait un défilé motorisé dans la ville. Je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Si le problème était à ce niveau, il devait plutôt, contraire, demander à un des responsables en conclave en parler avant d'aller agir. Mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si chez lui, il est tranquille, il dort tranquillement. Mais le meeting s'est tenu. Le meeting s'est tenu, oui. Avec la volonté maintenant du peuple, des citoyens camerounais qui ont dit non. Aujourd'hui, il y aura meeting. Vous voyez à quel niveau est-ce qu'on pousse les Camerounais à aller se révolter. C'est une manière de pousser les Camerounais à aller semer du désordre. Alors qu'il y avait des voies et moyens pour pouvoir entrecarrer tout cela. L'autorité administrative devait demander plutôt le responsable de Meganga ou bien le responsable du parti qui devait organiser le meeting à se retirer en conclave pour pouvoir trouver des solutions idoines. Pour le cas de Limbé, est-ce que c'est le sous-préfet également qui a en tort, selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé à Limbé? À Limbé, c'est presque la même chose. On ne peut pas interdire un meeting qu'on a autorisé. Et il n'y a pas eu... C'est pas il y a eu des dérives. S'il y avait eu des dérives, on devait dire que c'est par rapport à ces dérives qu'on est en train d'interdire le meeting. Le meeting n'a même pas commencé. On verse déjà les policiers et les gendarmes pour pouvoir interdire le meeting. Et sans toutefois donner les arguments qui causent cet empêchement du meeting. Je crois bien que les Camerounais, il faudrait qu'on soit attentif. Vous pensez que c'est un acharnement? Acharnement de qui? De l'autorité administrative, oui. Sur qui? Votre candidat. On est autorité, madame, c'est parce qu'il y a les citoyens camerounais. Est-ce qu'on peut être autorité quand il n'y a pas les populations à gouverner? Mais je ne vous comprends plus. Quand on est une autorité, c'est parce qu'il y a des populations. On ne peut pas gouverner un vide. Sinon, quelqu'un peut aller dans la forêt, rester, il est responsable. Soyons sérieux.
Moi, je demande même à ces autorités, est-ce qu'ils réfléchissent avant d'agir? Parce qu'on ne peut pas aller empêcher un meeting que vous-même vous avez autorisé. C'est inadmissible. Je trouve que même que c'est... Ils poussent juste les gens à la révolte. Et l'UNDP a dépassé ce niveau. Mais par la suite, le meeting a été autorisé et vous vous êtes réunis. De sources sûres, monsieur le préfet était intervenu et le meeting s'est tenu. Oui. Donc c'est pour dire que qui vaut le plus vaut le moins. Serge-Henri Kelbé, on a donc la sortie de l'ONU qui dénonce l'interdiction de rassemblement. Le cas de l'UNDP est un cas parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont vu leur rencontre être interdite par les autorités administratives. Est-ce qu'un cas comme celui-ci donne automatiquement raison à l'ONU, au commissaire de faire sa sortie et attirer l'attention des autorités, du gouvernement même? Merci, Madame Mayon. J'ai suivi M. Bouba-Yaya développer son argumentaire et je me suis posé la question de savoir si lorsque le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, était Premier ministre, il aurait vu les choses de la même façon. Il faut se rendre compte à l'évidence que le Cameroun de 2000 ou alors de 2015 n'est plus celui de 2025. Le Cameroun vit une situation sécuritaire qui demande de la vigilance. Je vais commencer par Menganga pour répondre à la question de l'inquiétude du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, M. Volker Turk. Vous voyez, quand M. Bouba développe, ce sont les images que nous sommes en train de voir, c'est le véhicule du sous-préfet. Regardez une population. Dans quel pays on traite l'autorité de la sorte? Si le chauffeur du sous-préfet avait lâché l'embrayage, avait accéléré, avait tué des gens pour sauver son patron, on aurait dit, oh, il a tué, il a écrasé. Est-ce que c'est au sous-préfet de barrer la voie? Je vais vous dire pourquoi. Le sous-préfet, quand il a pris la parole, il a dit que le ministre d'État est libre de tout mouvement avec ses militants. Mais il ne veut pas un cortège de motos. Parce que c'est au travers de ces motos qu'on fait plein de mauvaises choses dans la zone. Et si on les fouillait, certains allaient avoir des canifs, des couteaux en bas. Parce que quand ils viennent comme ils viennent là, ils sont préparés à tout. Et c'est pour ça que je dis que la sortie du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, en soi, moi, ne me gêne pas. Parce qu'elle n'interpelle pas seulement l'État du Cameroun, mais même les hommes politiques qui doivent faire l'éducation civique de leur population. À quel moment il interpelle les hommes politiques? On a parlé des discours haineux. On a parlé de la violence. Voilà des actes de violence. C'était les militants du RDPC qui violentaient un sous-préfet. Le véhicule a simplement été déplacé. Non, il n'a pas simplement... On a tous vu la vidéo, Serge-Henri Kelbé. Le véhicule a été déplacé, le sous-préfet n'a pas été blessé. Madame Mayo, c'était des actes de provocation. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. C'était des actes de provocation. Qui a provoqué en premier? Et les leaders politiques doivent faire de l'éducation civique à leur population. Je suis l'interface, je suis l'intermédiaire. Calmez-vous. Je vais envoyer les gens discuter avec le sous-préfet. Le sous-préfet va me dire pourquoi il interdit le passage ou la manifestation. On va calmer les populations et nous allons passer. Je pense que le président de la République et même le ministre Bello savent que les Camerounais sont libres de se mouvoir à condition que, 1. Respecter que prévoit la Constitution. 2. Que prévoit la loi électorale en période de pré-campagne. Si vous avez un itinéraire à prendre, si on enlevait le ministre Bello, ou s'il lui arrivait quelque chose, on allait dire que c'est le régime de Yaoundé qui a formaté parce que c'est un adversaire sérieux. Donc pour le cas de Menganga, le sous-préfet a réagi pour maintenir l'ordre. Il était dans son rôle, tout à fait. Maintenant pour le cas de Limbe. Pour le cas de Limbe, honnêtement parlant,
je veux tout simplement dire que les deux révèlent de l'aspect sécuritaire. Nous sommes à Limbe, dans la région du sud-ouest, où tout peut arriver. Il faut rester vigilant. Et je voudrais que le haut-commissaire intègre la situation du Cameroun. Et on est à la limite à croire que si l'insécurité augmente au Cameroun, qu'il sache que nous autres, on n'aurait même pas organisé les élections au Cameroun. Qu'on ne nous fasse pas le piège de la Côte d'Ivoire, où Gbagbo organise les élections dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Le Cameroun, pour qu'il aille aux élections, paisible, apaisé, transparent, comme il le souhaite, devrait avoir non seulement l'assentiment de l'État, c'est-à-dire qui rassure les populations, de s'inscrire, de retirer leur carte d'électeur, d'aller voter dans la paix, dans le calme. Mais lorsque vous avez des leaders qui vous disent que leurs militaires iront voter avec des jerrycans, des bidons d'essence, vont attendre le comptage des votes au cas où ils vont enflammer. Première des choses, il faut qu'ils parlent de ça. Quel leader l'a dit ouvertement? Je ne veux pas attaquer. Vous allez réagir, vous allez revenir tout à l'heure. Vous voulez que je cite le leader d'un parti qu'il a cité, qui est mis hors jeu? Vous avez évoqué le contexte. Ce monsieur l'a dit devant la télé. Nous sommes en contexte de pré-campagne électorale. La campagne elle-même n'a pas encore commencé, mais chez les candidats, c'est l'heure de la prise de contact avec les militants et sympathisants de leur parti politique, avec les électeurs même dans l'ensemble. Dans le code électoral, il n'y a pas de disposition qui encadre cette période préélectorale. Est-ce que ces autorités, dont le comportement est à chaque fois dénoncé, se saisissent du vide juridique qu'il y a en la matière pour interdire aujourd'hui, autoriser demain, bloquer le passage d'un cortège de candidats? Claude, s'il vous plaît, permettez-moi de dire deux choses ou trois, de réagir aux sorties de mes deux co-discutants. Soyez indulgents avec Serge Henry. C'est pas facile de défendre le RDPC. C'est vraiment pas facile. Donc, non, je ne défends pas le RDPC. C'est l'État. C'est l'État du Cameroun. Ça ne concerne pas le RDPC. C'est l'État du Cameroun. Non, mais Claude, rappelez M. Soyons d'accord. Nous parlons d'un sous-préfet. Qui vous dit que ce sous-préfet? On vous a compris, messieurs. Dites-lui que c'est pas le RDPC. On ne va pas tous parler au même moment. Oui, mais dites-lui que ce n'est pas le RDPC. Vous défendez l'État. Avec l'esprit du RDPC. Non. Comment vous avez dit que le sous-préfet de Menganga ou le préfet de Limbe ou du Fako? Vous défendez l'État, on a compris. Non, moi je ne suis pas défenseur de l'État. Je suis là pour le RDPC, pas pour l'État. Paul Maël, allez-y. Monsieur Maël, je m'excuse de vous s'il vous plaît. Mais je voulais préciser. Henri parlait, je l'ai écouté religieusement. Oui, mais ce n'est pas le RDPC. Ce serait bien qu'on s'écoute. Oui, allez-y, vous avez la parole, mais ce n'est pas le RDPC. Non, ce que je voulais dire, c'est que Serge Henri, autant il évoque des questions sécuritaires pour les motocyclistes qui roulaient pour accompagner le cortège du ministre Belobouba, autant il y a eu un cortège de motos pour accueillir le ministre Motazé quand il allait à Maroua, sans que ça ne pose de problème à personne, sans qu'on ne trouve de questions sécuritaires. Donc je voudrais qu'on lève cet équivoque-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis toujours un peu ému de voir comment les journalistes et la presse nationale s'enflamment lorsqu'une chancellerie ou une organisation internationale pose un problème qui est posé ici par les acteurs de la société civile et par les leaders politiques, sans que ça n'émeuve la presse plus que ça. Ce que Volker Turk dit dans sa sortie, c'est ce que les leaders de partis politiques, les organisations de la société civile déplorent, pas seulement dans cette période électorale, depuis des années. Les partis politiques de l'opposition, toutes les personnes qui ne sont pas avec le régime en place, avec le parti au pouvoir, ont du mal à se mobiliser et à organiser leurs activités partisanes. Après, vous allez entendre des choses du genre l'opposition c'est ceci, l'opposition c'est cela. Mais combien de fois vous avez vu un meeting Et puis, Claude, il faut qu'on arrête. On a des téléspectateurs qui nous regardent, dont certains qui sont plus intelligents que nous. Il faut qu'on arrête avec des terminologies qui ne renvoient à rien. Le Cameroun n'est pas un pays sur Mars. Qu'est-ce qu'on appelle pré-campagne? Ça n'existe pas, la pré-campagne. Dès qu'on est dans une année électorale, on peut encore parler de pré-campagne si nous étions en 2024, en 2023. Quand vous êtes dans une année électorale, toutes les actions que vous posez, si vous êtes un homme politique, si vous êtes une organisation politique, sont des actions de campagne. Donc là, nous sommes dans la campagne électorale. On est dans la campagne électorale. C'est juste que... Il y a un calendrier. Non. Mais que va-t-il se passer Pourquoi Serge Henry, s'il vous plaît. On est dans une année électorale. Quand on est dans une année électorale, on est en campagne. Il faut qu'on rentre dans la définition de ce que c'est que la campagne. La campagne, qu'est-ce qu'on appelle une campagne électorale? Une campagne électorale, c'est l'opération de charme que les organisations politiques et les hommes politiques exercent à l'encontre de l'électorat. C'est tout. Donc, dès que je tiens une réunion dans ma maison, dans ma chambre, avec 4 ou 5 de mes partisans,
c'est une action de campagne électorale. Je veux leur vendre quelque chose. Il n'est pas seulement dit que la campagne doit driver les foules. Donc, les affaires de pré-campagne, ça n'existe pas. Donc, les candidats sont en campagne. Parce que, oui, tous les candidats sont en campagne. Et à côté de ça, on voit que le RDPC peut se mouvoir tranquillement, peut organiser toutes les réunions qu'il veut, sans que cela n'émeuve personne. Ça n'a aucun sens de se retrouver dans une période de campagne avec un leader de parti politique qui va à la rencontre de ses militants et qu'on lui dise que vous n'avez pas. L'autre chose aussi qu'il faut dire également, c'est qu'on occulte que nous ne sommes pas sous les associations et les partis politiques ne sont pas sous le régime d'autorisation, Serge Henry. On est sous le régime déclaratif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, Mahel, je dis au sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, monsieur le sous-préfet, la semaine prochaine, je vais organiser une manifestation où j'aurai Serge Henry, Kelbey et tel qui seront à ma manifestation. C'est au sous-préfet, son rôle à lui, c'est de prendre des dispositions pour encadrer cette manifestation pour qu'elle ne déborde pas. Pour le cas de Meinganga, je ne vais pas parler à la place de l'UNDP, mais pour le cas de Meinganga, le sous-préfet avait, au lieu de venir, parce que quand Serge Henry dit que c'est les populations qui ont mené un acte de violence, non, le sous-préfet est venu mettre son véhicule en travers de la route. Je ne pense d'abord pas que ce soit ses prérogatives, parce que s'il faut interdire une manifestation, il a d'autres voies de recours. Il a l'autorité de la force publique. Donc il peut demander au commandant de légion, au commandant de compagnie, au commandant de brigade, au commissaire de sécurité publique de mettre de l'ordre. Il n'a pas à mettre sa voiture en travers de la route. Donc la population n'a réagi qu'à cette provocation-là. Et d'ailleurs, selon ceux qui ont vécu la scène, des éléments des forces de défense et de sécurité étaient tout autour et observaient la scène. Et l'une des conséquences de la violation des droits civiques à laquelle fait allusion M. Turk dans sa sortie, c'est justement qu'on peut arriver à une situation, à créer des situations de violence. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, avec Akere Mouna, on est allé à Bakak, invité par l'UPC, qui célébrait son anniversaire. On est arrivé à Makak, le sous-préfet à qui on a déclaré la manifestation a interdit la manifestation sur le lieu où elle était censée être. Nous sommes allés dans un domicile privé. Le sous-préfet est venu avec 2 escouades de gendarmerie, une de Makak et une qui venait en renfort des ECA, plus le commissariat de sécurité publique des ECA, pour nous interdire. Et on allait dans ce domicile privé pour manger, puisque la manifestation était interdite. Le chef avait préparé un repas chez lui. Il a dit, bon écoutez, même si vous ne faites pas la manifestation, venez au moins se manger. Le sous-préfet est venu interdire cette manifestation. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette manifestation-là? Le sous-préfet a ordonné au commandant de brigade et au commissaire de sécurité publique d'arrêter M. Akere Mouna et M. Baligel Nkot. Et le commandant de brigade lui a dit, monsieur le sous-préfet, je ne vois pas pourquoi je vais interpeller ces messieurs. On est dans un domicile privé, ils sont chez eux. Pourquoi est-ce que je vais les interpeller? Donc on a ce genre d'exactions qui arrivent tous les jours. Je me souviens, en 2018, en pleine campagne électorale, on est allé faire un meeting à Obala et le sous-préfet est venu nous dire Obala appartient au président Paul Biya, je ne veux pas avoir des anglophones ici. Il nous l'a dit ouvertement, je ne veux pas d'anglophones ici, Obala appartient au président Paul Biya. Donc c'est des choses qui arrivent depuis. Je pense que la sortie de M. Turk est un coup d'épée dans l'eau. Mais aujourd'hui, et c'est cette violation, j'ai envie de dire, parce que dans son propos, je l'ai entendu mentionner le fait qu'il y a aujourd'hui une exacerbation du discours de haine, oui. Mais c'est cette violation des droits civiques qui conduit à l'exacerbation du discours de haine. Parce que pourquoi il y a le discours de haine aujourd'hui? C'est parce que l'État du Cameroun a échoué dans sa politique de gestion de la diversité et dans la gestion des opinions. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du RDPC, si vous ne pensez pas comme le RDPC, vous êtes classé comme un opposant, comme un pestiféré, comme quelqu'un qu'il faut abattre. Et ceci, ça n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, ce sont les préfets, sous-préfets qu'on accuse. Ceux-là, selon Serge Henry Kelbey, veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, veut s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour que des meetings se tiennent, ainsi de suite. En les accusant, on accuse aussi le RDPC. Est-ce que les préfets, sous-préfets, les autorités administratives sont au service du parti au pouvoir? Les autorités administratives, on l'a clairement dit ici, sont au service du peuple. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris. Le souverain ça, c'est la norme. Non, oui, c'est ce que je dis. Réalité, le souverain suprême, le principe, c'est que le souverain suprême, c'est le peuple. Ces gars-là, ils sont payés, les avantages dont ils jouissent sont payés par le contribuable camerounais. Et c'est celui qui paye qui est le patron. Ils sont au service du peuple. Pour le cas de Meinganga que vous évoquiez tout à l'heure avec le ministre Belouba, le sous-préfet aurait simplement attendu que le cortège du ministre arrive,
serait aller voir le ministre, qui est un légaliste, le ministre Bello Bako, moi je connais, qui est quelqu'un qui est un type principiel, qui est quelqu'un de légaliste et républicain, serait aller le voir pour lui dire, écoutez, monsieur le ministre, tel que ça se passe, il y a telle menace, il y a telle menace, il y a telle menace. Voici les suggestions que je fais, voici ce que je propose pour que nous réussissions à faire une bonne manifestation. On va à Limbe, la manifestation est autorisée, après elle est interdite, après elle est autorisée. Ça n'a aucun sens. On est en année électorale. En année électorale, tous les candidats doivent avoir les mêmes chances, doivent avoir la même capacité de se déployer. Ailleurs, on affecte même un dispositif sécuritaire à tous les candidats. Quand vous allez pendant la campagne électorale aux États-Unis, tous les candidats ont un dispositif sécuritaire qui est mis à leur disposition par l'État. Ici, les candidats doivent se débrouiller eux-mêmes pour organiser leur sécurité, pour organiser leur transport, pour organiser leur hébergement, pour déclarer la manifestation et attendre l'autorisation. Et on vous dit qu'on ne peut... Claude Maillot, vous ne savez pas combien ça coûte d'organiser un meeting. Même pas un meeting, d'organiser une réunion politique de 100 personnes. Vous ne savez pas combien ça coûte. Et voir qu'elle est interdite après. Et que vous mettez donc en place tous ces moyens-là, tout ce dispositif, vous mobilisez les gens qui, pour certains, abandonnent leurs activités pour venir à cette rencontre, et qu'un sous-préfet se lève, lui qui n'a aucun... Il ne sait pas ce que c'est. Il dit c'est interdit pour X ou Y raison. Bon, il y a le reproche qui est fait par le parti au pouvoir, par les représentants du parti au pouvoir à ceux de l'opposition, c'est qu'ils pleurnichent un peu trop. Pourtant, en politique, on le dit, tous les coups sont permis. Le parti au pouvoir a quand même l'administration, a des moyens, entre guillemets, de répression. C'est vous qui le dites. Entre guillemets, de répression. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, même au niveau des partis politiques, de contourner cela que de se plaindre à chaque fois? Ce que je retiens d'abord, vous êtes en train de confirmer que l'autorité administrative se transforme en autorité du RDPC. D'abord, c'est ce que je voulais retenir. Et le confrère a dit tout à l'heure, le principe voudrait que l'autorité administrative est là pour servir le peuple. Et s'il arrive, quand des partis politiques de l'opposition, le 12 octobre, fait balancer le RDPC, tombent dans l'opposition, ces autorités qui s'accrochent avec des griffes sur le RDPC vont démissionner de l'administration ou bien vont quitter la République du Cameroun. C'est ce que je demande à mon confrère. Il aura l'occasion de réagir. Il nous a balancé une affirmation gratuite tout à l'heure que je ne veux pas digérer. Nous voyons les responsables, ministres, autorités du RDPC se déplacer dans des meetings en longueur de jour. Et ça passe dans des médias avec ces agents de moto-taxi qui les accompagnent. Quand c'est l'UNDP, on dit que ça peut nous apporter un trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qu'on appelle donc le trouble à l'ordre public? Ces gardes de moto ont déjà fait quoi? Le fait d'accompagner juste un responsable d'un parti politique à un lieu de meeting veut dire qu'on est en train de... C'est l'idée de nuire, juste. Quand on a l'idée de nuire, ça devient pénal. Franchement. On peut passer d'un civil à un cadre pénal. C'est une mauvaise marée. Je vous dis que ces autorités poussent l'opposition à la révolte. Je dis bien que l'UNDP fait l'exception. On a déjà dépassé ce cadre d'aller en violence. Nous sommes là pour gérer le Cameroun. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Le 12 octobre, c'est la guerre. La guerre dans les urnes. La guerre des urnes. Je dis la guerre dans les urnes. Voilà. Et il faudrait qu'ils nous attendent à ce point. Serge-Henri Kelbey, réagissait déjà à votre suite. Serge-Henri, pour certains, ce qui se passe actuellement au Cameroun est quelque peu inhabituel. Le fait qu'en une seule année, que des organisations de la société civile soient suspendues, que des candidats à l'élection présidentielle soient recalés, que des Camerounais
militants ou sympathisants de certains partis de l'opposition soient interpellés, que des candidats à l'élection présidentielle n'arrivent pas à réunir leurs militants et sympathisants. C'est inhabituel, effectivement, ou alors ça se passe ainsi partout, donc pas question ou pas nécessaire de s'en plaindre. D'abord, je vais très rapidement réagir sur ce que disait M. Maël là tout à l'heure. Je suis aussi choqué que lui, n'est-ce pas, de savoir que le bâtonnier Maître Akeremouna a été menacé d'être mis aux arrêts. Je pense que M. Akeremouna en lui-même, lui seul, est une caution morale, est une caution de paix, de tranquillité. Je pense que c'est un peu des actes délibérés comme ça qui ne font pas honneur à notre administration. Et je voudrais ici dire bravo, félicitations à ces forces de l'ordre qui ne se sont pas exécutées aux instructions du sous-préfet de Makak. Je connais très bien cette ville, ce sont mes grands-parents. Plus loin, je voudrais faire comprendre à M. Bouba que je reviens toujours à votre question, que l'administration, quand vous êtes douanier, policier, militaire, gendarme, vous êtes au service de l'administration. Si le RDPC demain perd les élections présidentielles, il va dans l'opposition, vous allez les trouver là en poste. Ah, d'accord. Vous allez peut-être seulement faire des affectations. Vous allez rétrograder le garde de personnes. Un colonel reste colonel. Que ce soit même M. Bissiping qui devient président aujourd'hui, il va trouver des colonels, des généraux là, il va trouver des inspecteurs de douane. Il va faire avec cette administration. Mais sa question, c'était de savoir, avec de tels agissements, est-ce que ces préfets... Ils ne vont pas quitter le Cameroun. Auront le courage de rester. Ils vont rester là. Ils vont aller où? C'est des ennemis. Ils sont sortis de l'ENAM, ils sont au service de l'administration. Raison pour laquelle ils doivent rester républicains. Là, ils ont leur propre conscience professionnelle. Ils doivent rester républicains. Ce que je veux vous faire comprendre. Souviens-toi, Serge-Henri, au Sénégal, on a vu ces soldats... Oui, qui ont cassé la vitre du président Macky Sall, Sonko, et puis après, la voiture militaire. Tout à fait. Et quelques temps ça après, peut arriver, ça peut arriver tout à fait. Mais ça arrive tout le temps. Non, vous savez, il y a parfois des administratifs qui font preuve de beaucoup de zèle. Ça, il faut le dire. Et puis, il y a aussi que la hiérarchie, parfois, donne, moi, je le dis, la hiérarchie, parfois, donne des instructions vraiment qui n'ont ni tête ni queue et qui ne peuvent pas être faites. Ça, honnêtement, on ne peut pas vous demander de tout faire et vous vous exécutez. Maintenant, par rapport au fait que vous posez la question de savoir si ce qui se passe au Cameroun, ça se passe ailleurs ou non. Moi, j'aurais voulu que M. Volker-Turk, lorsque les gilets jaunes étaient bastonnés en France, interpelle aussi le gouvernement français, et fasse remarquer que, oui, il y a une privation de liberté en France, pourquoi le président... Non, c'est quoi ces gens qui pensent toujours qu'ils viennent... Bon, c'est vrai que nous avons été sous tutelle onusienne, après les indépendances, mais nous n'allons pas rester définitivement des enfants. Le Cameroun est un pays constitué, nous avons une constitution, nous avons une loi électorale, et cette loi électorale, pour certains candidats, ont commencé à postuler en 2012. Ils ont eu des députés. D'autres sont arrivés en 2018. Ils étaient au présidentiel. Ça n'a pas marché. Ils savent pourquoi ils ont été recalés en 2025. Et je pense que le Conseil électoral, vraiment, sans complaisance, a examiné tous les dossiers selon la loi électorale. Maintenant, est-ce que les décisions de la loi électorale sont anticonstitutionnelles? Le Conseil constitutionnel s'est prononcé là-dessus. Nous avons une loi. Nous n'allons pas tailler de l'habillage pour faire plaisir à ce machin, à les gens venus de ce machin-là. Mais ces décisions du Conseil constitutionnel ne font pas l'unanimité. On estime qu'on a exclu de manière injuste certains candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui est injuste devant la loi? Tels que la pluralité d'investiture. Mais est-ce qu'ils sont les seuls? Je vous rappelle ici qu'il y avait 83 candidats. Sur les 83 dossier de candidature. Oui, 83. Je ne suis pas le modérateur du débat, mais Serge-Henri
fait ce que les gens du RDPC savent faire, noyer le poisson, et vous l'accompagnez dans cette démarche. Non, on m'a posé une question que certains candidats ont été éliminés. Non, le débat de ce soir ne porte pas sur... Mais elle a posé la question. Oui, si, lui-même il a dit ça. Évidemment, c'est le Haut Commissariat parle de cette élimination. Il faut lire l'article, Claude. Oui, mais vous focalisez sur un seul candidat. Non, j'ai commencé par me mettre à Keremouna. Je suis passé par... Pour l'exclusion, vous êtes focalisé sur un seul candidat. Non, allez-y. Est-ce que le phénomène, évidemment, est-ce qu'il est inhabituel? Ce que je veux vous faire comprendre ici ce soir, très sincèrement, ça je vous le dis, vous connaissez ma liberté de ton, même à l'intérieur du RDPC. J'étais de ceux qui pensaient que... Je ne suis pas là pour donner des leçons aux hommes politiques, j'en suis un, mais pas de leur calibre. Parce que quand vous voyez quelqu'un comme même BCP qui part poser sa candidature, moi, il m'a dépassé. C'est un grand frère en politique. Moi, je n'ai pas encore eu la prétention d'aller être candidat à une élection présidentielle. Pire encore, ceux qui sont des leaders qui drainent des masses et des foules. Mais je voudrais leur dire que moi, je fais la politique depuis 1992 dans le RDPC, ici à Denver, là à côté, à 500 mètres. J'ai grandi là. C'est mon fief ici. Pour dire qu'il y a des erreurs qu'on ne fait pas en politique. Après 33 ans, j'ai appris. 1, le boycott. 2, l'approximativité. Ça vous fait une fixation sur... Serge-Henri, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Serge-Henri. Je citais. Vous faites une fixation sur un candidat. Évidemment, on ne parle plus de ces candidats qui ont été recalés. Je suis en train de parler des politiciens en général, les erreurs qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, et certains partis en ont appris. Le SDF a appris de son boycott. Mais là, on ne parle pas des erreurs des candidats. Mais je suis en train de m'exprimer on parle de la sortie du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation, le climat actuel au Cameroun. Non, monsieur Turc n'a pas seulement parlé de ça, il a parlé de l'exclusion de certains candidats. Mais c'est le climat vrai ou faux? Mais il a parlé de l'exclusion, vrai ou faux? Vrai. Voilà. Alors cette exclusion, personne n'a été exclu. S'il vous plaît, permettez qu'il termine. Non, Bouba, s'il vous plaît. Personne n'a été exclu à dessein. Je continue à vous dire que le Cameroun a une constitution. De cette constitution découle une loi électorale. Si les décisions qui sont prises par la loi électorale, le Conseil électoral sont anticonstitutionnelles, le Conseil constitutionnel les a examinées. Et il ressort donc que certains candidats n'ont pas respecté, je dis certains sont nombreux, parce qu'au début c'était 83, on a rejeté certains devant le Conseil constitutionnel pour mieux interpréter. Parce que le Conseil électoral fait ce qu'on appelle dans les appels d'eau au feu. Est-ce que vous avez respecté le cahier de charge? Est-ce que vous avez ci, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ça? On signale 12 points finis. Vous avez vu que certains candidats ont été envoyés devant le Conseil constitutionnel et avaient 11 points à régler devant le Conseil constitutionnel. D'autres en avaient 2, d'autres en avaient peut-être... Donc, selon vous, pour sortir, selon vous, cet aspect évoqué par l'ONU, le Haut-Commissaire, sur l'exclusion de certains candidats de manière injuste, n'a pas sa place? Non, elle n'a pas sa place parce qu'elle a été examinée dans le fond par des éminents juristes et des personnes qui sont, je peux dire, habilitées à le faire, le Conseil constitutionnel. En France, on allait parler peut-être de la Cour, même leur Conseil constitutionnel. Aux États-Unis, on allait parler de la Cour fédérale. Et la Cour fédérale, parfois aussi, a accusé même sur George Bush. Il y a eu plusieurs scandales comme ça où des décisions ont été prises. La Cour fédérale a dit non, ça ne se peut pas. En France, le Conseil constitutionnel aussi a rejeté un certain nombre de choses. Pourquoi on va rester dans ce colonialisme, dans cet esclavage que, entre guillemets, des hommes, comme ils nous appellent de couleur, eux qui n'ont pas de couleur, viennent nous dire ce que nous devons faire? Je dis, moi, Serge-Henri Kelbet, si on était au Cameroun, j'aurais reporté les élections présidentielles, là, avec l'aspect actuel. On vous a compris. Oui, Bouba Yaya. Oui, elle n'aurait pas lieu en 2025. Je voudrais dire à mon confrère le problème de boycott qui dérange beaucoup plus les gens. En 1997, l'UNDP avait aussi boycotté les élections présidentielles. Ça n'a pas empêché à nos confrères du RDPC de nous tendre la main. Vous pouvez encore boycotter aujourd'hui. Pour qu'on vienne les aider à pouvoir donner stabilité à ces pays. Mais ça me surprend parce que en 2020, si certains partis politiques ont pu boycotter,
Ils se sont appuyés donc sur quoi? Pour dire que quand on boycotte, on n'a plus droit à concourir à une échéance électorale. Tout est écrit dans la loi électorale. Il ne faut pas déranger. Non. Je vous dis que quelque part, il faudrait que ces gens se justifient. Et l'UNDP est pour que nous puissions avancer la main dans la main. Nous ne pouvons pas agir comme le RDPC. Si on agit comme le RDPC, mon confrère est en train de nous révéler des choses qui poussent les Camerounais à des attitudes dont je ne peux pas qualifier. Justement, sur l'attitude des Camerounais, Paul Mahel, c'est un aspect évoqué par le Haut Commissariat des Nations Unies, l'exclusion de certains candidats à la course à la présidentielle de 2025. En quoi est-ce que ça participe à détériorer le climat actuel au Cameroun? Des candidats ont été exclus. Ils ont été exclus, c'est tout, et il y a d'autres qui sont retenus. Non. Quand on est dans un moment comme celui-ci dans l'histoire d'une nation, c'est-à-dire qu'une élection présidentielle, c'est le moment, le point culminant de la vie politique d'un pays. C'est le moment le plus important, au moment où le souverain suprême, qui est le peuple camerounais, le peuple choisit celui à qui il va confier le mandat pour présider aux destinées de la nation sur la période donnée, notamment ici chez nous, le mandat c'est de 7 ans. Et Serge Henry, dans sa tentative, comme je le disais, de noyer le poisson, focalise sur un candidat en parlant de boycott et tout ça, on sait très bien de quel candidat il parle. Mais il n'y a pas que ce candidat-là. Je vous prends un exemple. Monsieur Jean-Blaise Gouet a été recalé. Vous savez pourquoi il a été recalé? Simplement parce que dans son dossier, il y avait une pièce qui manquait. Cette pièce, c'était le certificat, l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Et il y a d'ailleurs beaucoup de candidats qui ont été recalés pour ce mois. Mais je vous prends juste d'autres avaient 11 points. Bon, Serge Henry, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Alors, Monsieur Gouet, comme plusieurs candidats qui ont ce problème, parce que je le dis souvent sur les plateaux, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la loi électorale. Beaucoup. Beaucoup de zones floues. Et sachez que si vous lisez la loi électorale en anglais, vous avez des choses qui ne concordent pas avec la version française. Dans les pièces à fournir, par exemple, quand vous lisez la version française, on vous dit qu'il faut fournir un extrait d'acte de naissance. Quand vous allez dans la version anglaise, on vous dit copie certifiée conforme. Et vous savez bien que la copie certifiée conforme et l'extrait d'acte de naissance, c'est deux choses totalement différentes. Je vous prends par exemple, nous, on a été embarrassés, on a un candidat anglophone. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fournit? La copie certifiée ou l'extrait d'acte de naissance? Les deux. Donc, le problème qui survient avec l'attestation d'inscription sur les listes électorales, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut photocopier sa carte électorale et la mettre au dossier. Or, il y a une pièce qui s'appelle attestation d'inscription sur les listes électorales que vous fournissez, qui vous est délivrée par l'antenne et l'ECAM de là où vous êtes. Okay? Mais je dis, quand on est dans un système d'apaisement, si on avait recalé M. Gouet parce qu'il n'avait pas donné les 30 millions de caution ou parce qu'il n'avait pas d'acte de naissance, je comprendrais. Mais à Elecam, qui a la liste des personnes inscrites, il suffit de taper sur une machine. Est-ce que M. Gouet est inscrit? Et quand on veut l'apaisement, on fait ce type de concession. Vous avez fait les marchés publics. Non, Serge. Je dis juste que quand on veut l'apaisement, comme le prétend le régime en place, on fait un certain nombre de concessions, on laisse un certain nombre de choses passer. Okay? Donc, je voulais juste prendre ce cas-là pour dire. Maintenant, l'autre chose qu'il faut qu'on dise pour que Serge Henry ne nous sorte pas du chemin. Volker Turk a focalisé sur 4 points qui sont essentiels. Et là, je vous pose la question, Serge Alain. Vous me direz s'il a menti. Il a parlé de l'interdiction de rassemblement. C'est vrai ou c'est faux? Qu'aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas organiser leur remplacement. C'est faux. Non, c'est faux. Donc, prenez des notes. Que le PCR s'est réuni à Serge Henry, prenez des notes, vous allez réagir à sa suite. Je parle de est-ce qu'un parti politique au Cameroun aujourd'hui se lève et décide d'organiser un rassemblement sans anicroche? C'est vrai. Et ils ont parlé de l'intimidation des candidats. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les candidats aujourd'hui sont intimidés. Même les journalistes sont intimidés. Aujourd'hui, le CNC frappe à tout va. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que pendant que nous sommes sur ce plateau, quelque chose que je peux dire, moi, peut entraîner la suspension de Claude Maillot parce qu'elle ne m'a pas... Ben oui, non, pas seulement pour cette période. Serge Henry, moi, j'ai été sur des plateaux qui ont été frappés du CNCC. Serge Henry, s'il vous plaît.
pourquoi les journalistes doivent être intimidés au point d'avoir... Quand on dit déjà ça, ça veut dire qu'on demande aux journalistes de brider leurs panélistes. C'est une atteinte à la liberté d'expression. On est dans un pays démocratique où la liberté d'opinion doit être l'élément fondamental, le socle sur lequel se construit la démocratie. Et d'ailleurs, y compris les propos de haine. À partir du... Et d'ailleurs, la consigne vient de l'administration territoriale, pas du CNC. À partir du moment où un journaliste peut être tenu pour responsable et suspendu de son métier de journaliste, qui est celui de donner la parole, parce qu'en période électorale, le rôle des médias, c'est quoi? C'est de servir de tribune publique. C'est ce qui se fait ce soir. Avec des mots responsables. Non, maintenant, pourquoi est-ce qu'elle devrait être tenue, elle, responsable des propos que moi, engagé politique, je tiens? C'est entraîner la brimade. C'est brimer à la fois la liberté de la presse et la liberté d'expression des personnes qui sont chargées de s'exprimer. Donc je dis qu'il faut qu'on soit conséquent. Vous étiez en train d'énumérer, Paul Maël, les points évoqués par donc il y a ça, les Nations Unies. Il y a que je jette un coup d'œil, parce que vous le savez, on dit personne... Incitation à la violence. Voilà. Non, irrégularité dans les inscriptions des électeurs. Dites-moi que c'est faux. Irrégularité? Oui. Où? Non. Vous allez réagir à sa suite, Serge Henri, s'il vous plaît. Mais Serge Henri, je ne sais pas si vous avez... Nous, on a participé, on a organisé des opérations d'inscription des personnes sur les listes électorales. Moi aussi. On est arrivé à des endroits où vous arrivez, et quand vous dites on n'a pas de kit, on n'a pas ceci. D'où avez-vous vu que les partis politiques soient obligés de payer les kits pour les inscriptions des électeurs? On est arrivé à des endroits... Il y a eu tellement... On a organisé des inscriptions. Vous avez payé des kits? Oui. Vous n'êtes pas habilité à payer des kits. Bon, on a donc payé les kits. Je vous le dis, donc on a payé des kits. Et il y a des jours où on a payé des kits, on est arrivé sur un site, le sous-préfet envoie la gendarmerie. Les kits s'achètent où? Ah, il est calme. Quand vous voulez faire... Mais Serge Henri, peut-être qu'on n'est pas dans le même pays. Hein. Il y a des moments où vous voulez faire des inscriptions et l'État vous dit non, vous payez le kit. Et vous arrivez sur le site des inscriptions que vous avez choisi. Et le sous-préfet envoie la gendarmerie vous dire que non, il y a trop de monde, c'est trouble à l'ordre public et on interdit ces inscriptions sur les listes électorales. Donc, et après, enfin, il y a la liberté d'expression dont je parlais tout à l'heure, où la presse aujourd'hui est menacée, les participants sur les personnes sont menacés. Le président du CNJC qui est en train d'intervenir. Non, vous aurez l'occasion de réagir à sa suite, Serge Henri, pas de nous autres, s'il vous plaît. Ce que je dis, et Bouba Yaya a bien fait de le mentionner, ce pays nous appartient à nous tous et personne n'a envie de le voir voler en éclats. Mais il faudrait que le fair play qu'on demande à l'opposition d'avoir vienne aussi du camp d'en face. Nous, on est aujourd'hui, parce que vous savez, le RDPC, et Claude Mayola a bien fait de le relever. Quand on affronte le président Biya à l'élection présidentielle, ce n'est pas le président Biya qu'on affronte. On affronte le président Biya, on affronte la machine administrative, on affronte l'armée, on affronte la police. L'armée aussi? Mais oui. Non, mais vous exagérez quand même. Vous pouvez pas le dire si c'est un plateau. Je vous connais assez responsable, assez mesuré. Paul Maël, vous allez sortir. Je suis sûr que même à la maison, on va vous dire que non, il fallait pas aller jusqu'à là. Vous n'aurez pas l'occasion de réagir. Les gendarmes sont des militaires. Hein. Non. Les gendarmes sont des militaires. Je sais les militaires. Donc les gendarmes sont... Non, ce que je voulais dire, Claude Maillot, je comprends la difficulté. Serge Henri doit absolument défendre... Non, je n'ai aucune difficulté, rassurez-vous. Non, je comprends ça. Mais je dis, il faut que pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'ils comprennent que nous vivons... Et l'élection présidentielle de 2025 est totalement différente des précédentes. C'est une élection cruciale. Parce qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On est à une phase, c'est différent des autres élections, au regard d'un certain nombre de choses que je ne donnerai pas ici, mais que tout le monde sait très bien. Donc, il est important aujourd'hui, et tous les voyants sont au rouge, toutes les chancelleries vous le disent, et c'est d'ailleurs ce qui peut justifier la fébrilité du régime, c'est que la moindre étincelle aujourd'hui peut faire voler tout ce qu'on a tout ce sur quoi on a travaillé ces 40 dernières années en termes d'unité et de cohésion sociale, ça peut faire un éclat sur du banc. Parce qu'il y a des sous-préfets qui font du zèle, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter le principe démocratique qui veut que la liberté d'expression et les droits civiques soient respectés par tout le monde. C'est noté, oui, Serge Henri, vous vouliez réagir. Oui, je voudrais réagir par la fin de M. Maël qui dit que tous les indicateurs sont au rouge. Vraiment, je souris. Voilà un pays qui bientôt en fin d'année va faire son bilan et nous avons encore engrangé des points de croissance. Selon vous, tout va bien? Mais même dans quel pays tout va bien?
À part celui qui est peut-être classé numéro 1, ça doit être la Suède ou la Finlande. Mais nous ne parlons pas pensez des autres. qu'en France, nous tout va bien? du Cameroun et non, de ses ce n'est pas une réalités. particularité camerounaise. Tout ne va pas bien. J'ai des problèmes d'eau à Makepe, oui. Mais je réussis quand même à me doucher. Le Cameroun s'améliore. En 75 ou en 80, quand j'étais gamin, chez mon grand-père, on ouvrait un robinet, on avait de l'eau chaude. C'est devenu rare ici. Parce qu'il s'est posé un certain nombre de problèmes. Et ce sera arrivé presque à tout le monde qui aurait dirigé le Cameroun à cet instant. La stabilité et la paix du Cameroun nous coûtent cher. Et l'argent sert à faire d'autres choses qui nous permettent d'être sur ce plateau en sécurité pour discuter. Je ne vais pas entrer dans les Sur le détails. plan social, le Cameroun va aussi bien? Mais je pense que les conventions qui sont signées ces dernières années, passent aux élévations de salaire. Le chef d'État lui-même a augmenté certaines durées de départ à la retraite. Je pense que même à 840 francs le litre de carburant, les Camerounais réussissent à vaquer à leurs occupations. Le panier de la ménagère n'est pas encore ce qu'il faut, mais on fait tout pour essayer... De quel Camerounais vous Monsieur, parlez? du Cameroun que je vis tous les jours. De quel Camerounais vous parlez quand vous évoquez le litre de carburant? Mais moi, je consomme. Vous parlez du Camerounais de Douala et de Yaoundé. Je vis à Douala et je suis sûr que je vis à Douala. Il y a les Camerounais de l'arrière-pays. Sur le plan... Je vous dis, celui de l'arrière-pays consomme peut-être le pétrole. Laisse-moi continuer. Et moi, je ne peux pas dire que tous les indicateurs sont au rouge. Il y a des points... C'est ça, en fait, qui est grave à l'opposition, surtout ceux qui étaient avec nous hier. Et qui étaient incapables de trouver de l'emploi aux jeunes. Vous parlez de l'UNDP? Incapables de trouver de l'emploi pendant 18 ans. Et c'est reparti. Il parle de tout sauf du sujet. Non, mais attends, quel sujet? Elle a posé la question de savoir est-ce que tout va bien? Serge Henri, on était en train d'évoluer. On était sur le plan social. Oui. Sur le plan du respect des droits et des libertés, est-ce que tout va bien? Je peux dire que c'est mi-figue, mi-raisin, mais nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas en Corée du Nord. C'est quoi les figues? Nous ne sommes plus... Non, c'est pour dire que nous ne sommes pas aux extrêmes. Le Cameroun n'est pas une dictature telle qu'on le connaît en Iran, en Corée du Nord. Et même là-bas, il faut aussi dire qu'on se plaint parfois pour rien. Et nous ne sommes plus un pays libertin où nous avons des plages de nudistes. Non, nous avons nos civilisations. Donc, le Cameroun reste dans une médiane acceptable. Je vais tout simplement dire ici qu'aucune décision... Acceptable pour vous ou pour la communauté internationale? Pour nous. Nationale et internationale. Pour nous. La communauté pour internationale. Vous, Serge Henri? Je dis que pour nous, la communauté internationale, vous voulez que je dise que pour la communauté internationale, pour qu'ils nous transportent leurs valeurs qu'on ne supporte pas? Non. Qu'ils restent avec. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes Africains bantous. Vous comprenez? Sur ce plan-là, ils vont vous dire que le Cameroun restreint des libertés. C'est des conversations que j'ai souvent avec ma maman qui dirige un organisme du côté de Bali. C'est pour vous dire que sur le plan social... C'est aussi un constat fait par les ONG, même s'il y a certaines... Mais ils vont toujours... Il y a certaines organisations de la société civile qui ont été suspendues pour 3 mois et mais c'est de ceux-là que je parlais. Elles n'arrivent pas Ils à ont été leurs suspendus activités. pourquoi? Ils ont été suspendus pourquoi? Vous voyez, c'est vous qui m'amenez dans ce champ. Quand je vais encore développer... non, allez-y, puisque ça fait partie des points évoqués par les Nations Unies. Allez-y, je vous fais comprendre que le ministre de l'administration territoriale suit les activités des ONG. Et j'ai été dans un pays où, à travers des ONG, on a posé des actes très graves pour déstabiliser une nation. Ça peut être l'Ukraine, comme ça peut être la tentative de déstabilisation de la Russie, par des ONG infiltrées par des sociétés occidentales, particulièrement les États-Unis. Mais en ce qui concerne le Cameroun, le ministre, M. Atangandji, veille à ce que les ONG mènent leurs activités dans les normes prévues par la réglementation, qu'ils déclarent la provenance de leurs fonds, qu'ils fassent leur bilan d'activité. Toutes les sociétés ont besoin d'ONG. Je dis même en Chine, on a besoin des ONG. Juste deux secondes. Non, je te laisse terminer, Serge Henri. Je voulais juste apporter une précision, parce qu'on a aussi une mission d'éducation vis-à-vis des gens qui nous regardent, qu'ils déclarent la provenance de leurs fonds, je suis d'accord, mais moi j'ai été numéro 2 dans une ONG. Le bilan de leurs activités aussi. Non. Hein? J'ai été numéro 2 d'une ONG à l'est de la République démocratique du Congo pendant 2 ans. Oui. Vous rendez compte aux bailleurs de fonds. Vous devez déclarer... savez, vous m'amenez ailleurs. Je parle du Cameroun. La constitution de la RDC n'est pas celle du Cameroun. Il parle des missions des ONG. Oui, je dis que nous ne sommes pas RDC. Nous sommes au doit Cameroun. justifier ses fonds vis-à-vis de l'État. Je vous dis, j'ai mis beaucoup d'années au Canada. J'avais un mode de fonctionnement. Quand je rentre au Cameroun,
je dois me conformer à la réglementation de mon pays. Oui. Vous comprenez? C'est comme quand vous conduisez entre le Québec, l'Ontario ou bien le Nouveau-Brunswick. Vous ne pouvez pas tourner à droite dans une province comme dans l'autre. Vous devez vous conformer. Quand vous arrivez au Québec, on ne tourne pas à droite comme l'Ontario. Le rapport avec, au Cameroun, quand j'arrive, avec la suspension des ONG. En fait, il y a des ONG. D'autres ont été clandestines, déclarées clandestines. D'autres ont été déclarées subversives parce qu'ils recevaient beaucoup de fonds. Et vous savez que le Cameroun, non seulement est observé par, n'est-ce pas, des institutions comme Interpol, le FBI aux États-Unis, le financement des séparatistes, de la crise anglophone. Les gens faisaient passer de l'argent par des moyens dérobés. Il faut donc y veiller parce que, Madame Mayo, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes ici sur votre plateau et puis les décisions que M. Atangadi prend, parfois c'est pour votre propre sécurité. Mais vous estimez peut-être qu'on est dur. Oui, parfois on est dur. Mais c'est pour que vous puissiez rentrer à 22h, 23h après une émission. Parce que si on laisse ça prospérer, le Cameroun deviendra un Far West. Et tous les ingrédients sont là. Parce que je peux vous dire, et je continue, je le dis ici avec beaucoup d'assurance, plusieurs personnes hors du Cameroun, des Occidentaux, veulent voir le Cameroun être déstabilisé. Donc c'est pour assurer la sécurité. Et vous avez même des gens qui financent. Donc c'est pour assurer la sécurité du Cameroun et des Camerounais qu'on suspend les ONG. Mais des ONG indélicates. Les ONG indélicates. Vous voulez que je cite ce que certaines ONG promeuvent au Cameroun? Je ne veux pas le dire ici, par respect pour ma maman qui est peut-être accablée. Pourtant, ces ONG-là sont là pour s'assurer que les droits des Camerounais, des citoyens soient respectés. Pourquoi les orphelinats, accompagner la participation citoyenne qui s'occupent aussi de la société des démunis n'ont pas autant de pression que ces ONG? Il y a des orphelinats là. Que ces patrons des ONG là aillent vers les orphelinats et les aident les petits-enfants à grandir, à devenir des messieurs dans la vie, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, donnent des dons. Ils se cachent les ONG alors que c'est des militants politiques qui noient leurs vraies aspirations politiques. Merci Serge-Henri. C'est ça. À noter que les médias subissent également ces pressions-là. Bouba Yaya, on a la sortie du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Au centre de tout ça, c'est la situation des électeurs, puisque selon le haut-commissaire, les électeurs, leur vote peut être influencé par le climat, par la situation actuelle du pays, par la pression même du gouvernement. En quoi est-ce que la pression, le fait qu'on suspende des ONG, le fait qu'on interdise des meetings, le fait qu'on interpelle X ou Y, va influencer le vote de l'électeur, puisque dans l'isoloir, il sera seul et il mettra à l'abri des regards son bulletin dans l'urne. Bouba Yaya. Paul Maël, vous allez réagir à sa suite. Madame Claude, de temps en temps, depuis 1990, l'opposition dans son ensemble avait toujours demandé que l'ONU organise les élections au Cameroun. Parce que les organes chargés d'organiser les élections au Cameroun jouent pour le parti au pouvoir. Et d'ailleurs, pour cette élection, l'ONU a apporté son soutien à Elections Cameroun. Il y a un partenariat qui a été signé de 3 milliards de francs CFA, partenariat d'assistance technique. En gros, on va former les agents d'Elections Cameroun pour l'élection présidentielle qui se prépare. Justement, c'est un souci qui date de longtemps. Si l'ONU pouvait me s'impliquer, surtout ici au Cameroun, pour organiser les élections, vraiment, l'ONU serait donc la bienvenue. Mais à la suite de cette implication, est-ce que les hommes politiques, la société civile ne va pas dénoncer l'ingérence de l'ONU dans les affaires du Cameroun? Oui, si tout allait de bon train, on n'allait pas se lamenter. C'est parce que quelque part, il y a ce qui clique dans un mauvais sens. Si nous sommes conscients que nous avons notre maturité au Cameroun, citoyen Cameroun, fils du Cameroun, on peut organiser les élections sans toutefois mêler les brimades. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas qu'on organise les élections. Après, on sort les griffes pour dire pourquoi tu as gagné. Et puis, on fait semblant de s'encaparer. C'est là où le bas blesse. Et sur la situation de l'électeur,
celui qui ira voter. Oui. Comment, de quelle manière le climat actuel l'affecte lui? L'électeur, à un certain moment même, l'électeur camerounais a démissionné. Si vous avez vu les élections de 2018, il y a eu, justement, surtout ici à Douala, je crois le littoral c'est 33, quelques. Donc c'est pour dire que il y avait un découragement de l'électeur vis-à-vis de ce que lui il est en train de contribuer. Vous allez consciemment voter. Vous votez et puis le résultat sort le contraire. Et si vous faites des recours dans des organes, vous vous retrouvez en face de rejets. Raison pour laquelle l'électeur camerounais a démissionné. Aujourd'hui, comme l'UNDP, le FNC, on dit non. Vous voyez l'engouement. Je crois que le Cameroun s'est dit aujourd'hui peut-être que les sauveurs sont arrivés. Mais il n'y a pas que l'UNDP, il n'y a pas que le FSNC. Mais même l'ensemble de l'opposition, je dis, mais je suis là pour l'UNDP, il faut connaître. Je ne dois pas bavarder pour... Vous prêchez pour votre chapelle, allez-y. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui. Donc, c'est pour dire à mon confrère du RDPC que il faudrait qu'on continue à se regarder en face. La guerre... que les gens disent il y a le discours haineux. Vraisemblablement, moi, ça me dérange. Pourquoi? Il n'y a pas de discours haineux au Cameroun. On pousse les citoyens camerounais à bavarder en route. Comment vous qualifiez donc les discours anti-Bamileke, anti-Betty, anti-Bassa? Les discours sont sur les réseaux sociaux. Je vous dis que c'est les discours des réseaux sociaux, comme dit mon confrère. C'est des discours de réseaux sociaux. Au quartier, je vis avec mes frères Bamileke. Je suis à côté à Commando avec les Bassa. À Funkel, je suis avec les Yaoundé, de tous bords. C'est-à-dire les Etons, les Fans, les Owondo, etc. De l'autre côté, il y a les Hausa, il y a les nordistes. Je vis avec tout le monde. Il y a les anglophones à Bayangui. Où est donc le discours de la haine? Je dis qu'on ne m'a jamais injurié. Et je n'ai jamais injuré les fils d'un tiers au quartier. D'où vient ce mot, le discours haineux? Les gens parlent, mais ils connaissent ce qu'ils cherchent dans le concept, le discours haineux. Ça vient donc de qui? Tu le connais? J'ai parlé un jour dans une chaîne de télévision que j'ai eu le discours haineux. Ceux qui en parlent connaissent de quoi ils parlent. Mais c'est eux-mêmes qui parlent plutôt contre des discours haineux. Ils poussent le peuple à la révolte. Mais on ne veut pas que ce peuple réagisse. Mais quand vous prenez l'ascenseur, ça va rentrer. Si vous êtes au point 0, ça vous amène au point 10. Ça va rentrer encore au point 0. Ce point 0, quand ça réagit, ça vous énerve. Comment ça? Arrêtez aussi de faire le discours haineux vis-à-vis de votre peuple. Vous verrez que le peuple ne fera jamais un discours haineux, puisque nous-mêmes, au quartier, on n'a pas de discours haineux. D'où vient le discours haineux? Je dis que ceux qui en parlent connaissent ce qu'ils cherchent dans le discours haineux. Vraisemblablement, moi, ça me dérange. Je vis au quartier, mes enfants sont là, ils frottent avec tout le monde. Mais quand on dit qu'il y a le discours haineux, c'est où? J'ai demandé même un jour, le mot discours haineux, là, les gens trouvent ça où? Je voudrais aussi aller en procurer. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent. Je ne parviens pas à... Peut-être qu'avec ce discours haineux, je peux faire comme l'autre dit. Ma candidature, c'est pour revendiquer. Non, vous n'allez pas propager le discours de haine. Merci Boubaya. Oui, Paul Maël. Je voulais dire trois choses. La première chose, c'est que... non, je ne suis pas d'accord avec Boubaya quand il parle de faire venir l'ONU pour organiser les élections. On est en 2025 quand même. Que l'ONU vienne organiser les élections dans notre pays. Encore? On est déjà à la risée de tout le monde. Là, ce serait le comble. Non. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans deux pays qui étaient en situation. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que j'entends les gens dire il faut la guerre, il faut ceci. C'est les gens qui n'ont pas vécu la guerre. Moi, j'ai été consultant pour les Nations Unies en Centrafrique et comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 2 ans pour une ONG à l'est de la République démocratique du Congo. J'avais pour champ opératoire le Nord Kivu et le Sud Kivu qui sont 2 des régions les plus dangereuses en RDC. Et je peux vous dire que ni la guerre, ni la présence des Nations Unies n'est souhaitable. On a la possibilité aujourd'hui d'organiser des élections crédibles. Il suffit que les gens qui sont
en charge de ces questions-là fassent preuve d'esprit patriotique et républicain. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais ici, et c'est là où je rejoins Serge Henry tout à l'heure quand il disait qu'il y a des gens qui font du zèle. Il y a des gens qui font des choses qu'on ne leur demande pas, simplement parce qu'ils veulent montrer qu'ils veulent montrer. Mais ils reçoivent des instructions. Non, parfois ils n'en reçoivent même pas. Parfois, ils n'en reçoivent pas. Ils veulent juste, bon, on ne l'a pas remarqué, il est sous-préfet à Anguélémindouka, il veut qu'on l'envoie quelque part à Yaoundé. Il se dit que, bon, ok, je vais faire quelque chose pour qu'on me remarque. Parfois, ils ne reçoivent pas des instructions. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, et là où je rejoins Bouba Yaya, c'est cette affaire de discours de haine. Et moi, je dis, dans une autre vie, moi, j'étais journaliste. Et nous, les journalistes, nous traitons des faits. OK? Claude Maillot, allez dans les mairies. Les mariages commencent aujourd'hui le vendredi et demain le samedi. Allez dans toutes les mairies de la République. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez près d'1 million de mariages par week-end sur toute l'étendue du territoire. Croisé. Vous allez voir que la plupart... Lequel d'entre nous sur ce plateau, parce que j'entends depuis quelques semaines, j'entends que les gens disent qu'il y a un problème à Méléké. Lequel d'entre nous, en fouillant dans ses liens, n'a pas une tante qui a épousé, une cousine qui a épousé un gars Bamileke, un neveu qui est moitié de l'Ouest? Lequel d'entre nous? Donc, ça vient d'où? Et Bouba Yaya l'a clairement dit. Dans ton quartier, tu as déjà vu une bagarre un jour parce que ton voisin de l'autre côté est Betty et l'autre est Bamileke. Dans vos quartiers, les gens vivent tranquilles. Le discours de haine est une construction politique qui sont des constructions que le RDPC a construit et a mis sur la scène publique. Mais c'est quoi l'objectif? Mais l'ONU en parle. Mais c'est quoi l'objectif? Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est quoi l'objectif si c'est une construction du RDPC? C'est comme toute leur construction. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, en politique, on dit souvent que tous les coups sont permis. Est-ce que vous savez que l'idée selon laquelle aller voter ne sert à rien parce que c'est joué d'avance, est-ce que vous savez que ça vient du RDPC? Non. Je vous le dis. Non. Nous sommes là, nous incitons. Non, mais c'est trop grave qu'on nous accuse comme ça et que je me taise. Vous prenez des notes et vous allez réagir après. Politique pendant 23 ans dans ce pays. Est-ce que vous savez que l'idée selon laquelle, sans la coalition de l'opposition, aucune victoire n'est possible, vient du RDPC? Qui a dit ça? C'est vous qui voulez venir au pouvoir. Tout à l'heure en off, je te dirai. C'est vous qui voulez venir. Je porte la parole d'un candidat. Il y a des choses que tu peux pas dire sur le plateau. Nous-mêmes, nous formons des coalitions. De peur qu'elle lui soit. Nous-mêmes, nous formons des coalitions. Oui, Paul Maël, allez-y. Donc, je voulais dire une chose. La troisième chose que je voulais dire, c'était pour réagir à l'échange que vous avez eu avec Serge Henry. Serge Henry Kelbe, qui est mon frère, est né à Bastos. Il a fait... Non, dites-moi, arrêtez-moi si je mens. Il est né à Bastos, à Yaoundé, et tout le monde sait où est Bastos. Il a passé ses études et une bonne partie de sa carrière professionnelle au Canada. Quand il est rentré au Cameroun, vous savez où il habite? À Denver. Il habite à Denver. C'est son fief. Lui-même, il l'a dit sur ce plateau. Donc, il vous parle des réalités de son univers à lui, qui est donc entre Bastos, Montréal et Denver. Il n'a aucune idée, parce que je reviens là-dessus, parce que vous parliez des pressions que peuvent subir les électeurs. Oui. Donc, lui, il connaît les électeurs, il va voter à l'école publique de Bastos quand il est à Yaoundé, il vote à la sous-préfecture de Douala 5e quand il est à Douala. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Il n'a aucune idée de la pression que peut subir l'électeur qui se trouve à Gouze-d'Avrequette ou qui se trouve à Père-Fauforé, et qui a devant lui le sous-préfet et le commandant de brigade qui lui dit que si tu ressors ici sans le bulletin des autres opposants, il y a ces pressions-là qu'on vit. Avec Akeremouna, on a engagé depuis janvier une campagne de proximité où on fait du door-to-door, du porte-à-porte. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, sur les 360 communes, nous avons fait 168 arrondissements. Vous étiez en visiter. Non, je dis seulement... Vous étiez à Gary. Je n'ai pas dit qu'on a tout fait. Je connais donc la pression de ces électeurs. On a fait 168 communes. Ce n'est pas Denver ni Bastos. Et je peux te dire que ces gares-là, dans l'arrière-pays, parce que nous avons les débats qui sont les débats on dit ça comment? Les gens qui vivent en ville, de citadins. Merci pour la terminologie. On a des débats de citadins. On a des débats de gens qui ont les smartphones, qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent mettre 1000 francs. Qui mangent au moins 2 fois par jour. Mais ces gens-là, c'est Douala, Yaoundé, dans une certaine mesure, Bafoussam, Garoua.
Ngaoundéré et autres. Mais le Cameroun est beaucoup plus vaste que ça, mon cher frère. Je sais que tu le sais. Et je sais que ce dont nous parlons sur ce plateau... Est-ce que vous savez que moi, je suis allé dans un village qui est situé à 8 km de Ndiki, où j'ai retrouvé des gens à 8 km de Ndiki. Donc, on est à quoi? À une quarantaine de kilomètres de la capitale. Des gens qui n'étaient même pas au courant qu'il y a élection. Cette année 2025. Oui. Comment? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a, pas de réseau dans la zone. Il n'y a pas de réseau. Non, attendez. Bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau. Donc, il y a Et puis, quand nous parlons, la campagne de proximité que nous faisons avec Akeremouna nous a permis de nous rendre compte que même dans l'élaboration de nos programmes, on a les programmes de citadins. Les programmes dont nous parlons ici, avec lesquels nous nous vantons sur nos plateaux, les gens qui sont dans l'arrière-pays... Il faut moderniser l'État du Cameroun. Je suis d'accord. Il faut moderniser l'État. Je suis d'accord. Et qui constituent donc l'essentiel des préoccupations des citadins ne sont pas partagées par la grande majorité de l'électorat qui, elle, se retrouve dans l'arrière-pays. Quand on vous dit qu'en 2018, le président Biya a gagné avec 2 500 000 voix, sur les 2 500 000 voix, il faut croire, selon les statistiques, qu'il a eu 40% de son électorat dans la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire que l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Okay? Mais cet électorat-là n'est pas à Ngaoundéré, à Maroua ou à Garoua. C'est dans les campagnes. C'est dans les campagnes. C'est à Mourou, à Mokolo, c'est à Tcholiré. C'est dans les zones qui sont totalement inaccessibles. Oui. Okay? Donc, et c'est ça, c'est ces Camerounais-là, pour nous, qui sont les plus importants. Parce que vous avez des endroits où on est en 2025, où des enfants fréquentent encore sous l'arbre, Serge Henri. On a des endroits où des gens n'ont pas accès à l'eau potable, où ils boivent de l'eau que toi et moi, avec laquelle nous, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que tu oublies de dire qu'à Marouaï, il y a déjà une université, à Marouaï, il y a du bitume, à Marouaï, il y a... Non, c'est un faux débat. Je reviens à mon expérience. Comme pour vous dire que le Cameroun se développe. En 2 secondes, je vais vous dire une chose. Et vous allez conclure par là. Je conclue par là. Je vais encore reparler de mon expérience congolaise. Eh bien, parce qu'avant d'aller à l'ONG pour laquelle j'ai travaillé, j'ai fait 2 ans et demi comme directeur de la communication de l'Assemblée nationale de la RDC. Et j'ai trouvé une maxime là-bas qui m'a beaucoup plu. On disait que chaque fois que vous faites quelque chose pour nous, sans nous, c'est que c'est contre nous. OK? Je vous prends un exemple. J'entends depuis quelque temps parler d'un projet de construction d'un aéroport à Ibolova. Serge Henri, je te mets au défi. Démarrons nos voitures, allons à Ibolova demain, faisons un référendum. Parcourons la population. Demandons-leur ce dont ils ont besoin en ce moment. Personne ne vous parlera d'un aéroport. Bon, OK. Personne ne vous parlera d'un aéroport. Serge Henri, vous réagissez. S'il vous plaît. Non, ce que je voulais dire... je ne veux pas forcément répondre à tout ce qu'il a dit, hein, parce que le débat n'est pas interactif. Vous vouliez répondre tout à l'heure. Oui. Non, ce que je veux lui dire, c'est que dans les politiques du président de la République, son Excellence Paul Biya, le chef de l'État est précurseur d'un besoin d'intégration sous-régionale. Et dans le cadre de l'intégration des 6 pays de la CEMAC et bientôt la CEAC, Ibolova, s'il ne l'est pas aujourd'hui, demain sera une ville, un hub, ne serait-ce que pour le Congo, la République centrafricaine et la Guinée. Ces 3 pays. Si aujourd'hui, parce que vous savez, moi, j'ai fait un peu de recherche opérationnelle. Et dans la recherche opérationnelle, on a ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Pourquoi on n'a pas fait le projet, s'il existe, je n'ai pas encore entendu parler, mais si on fait ce genre de projet, pourquoi on ne l'a pas fait à Kribi, qui est plus proche de la Guinée équatoriale? On le fait à Bolova parce qu'en venant de l'autre côté d'une thème, de la vallée d'une thème, de la Guinée équatoriale et du Gabon, on arrive à Ibolova. Et qu'en venant de Djoum, on peut arriver à Ibolova. Mais est-ce que ça résout le problème de la zone et des Camerounais? Ça va résoudre le problème de la zone. C'est pour ça que vous dites que font les Camerounais avec un aéroport s'il n'y a pas de route? Que font les Kribiens avec le port de Kribi aujourd'hui? Mais Kribi a de belles routes. On va reporter ce port. Mais Kribi a de belles routes. Non, Kribi n'a pas de belles routes. Même s'il faut améliorer. Vous n'avez pas fait aider à Kribi. Non, s'il te plaît, tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Laisse-moi maintenant répondre, s'il te plaît. Ce que je vais vous faire comprendre, non, laisse-moi continuer à développer. Peut-être en 2 minutes encore. D'accord. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que je peux vous dire que moi, je pensais qu'on allait donner plus de moyens au port de Douala
développer, agrandir le port de Tiko et faire du port de Limbe un grand port. Faire une espèce de couronne face au port de Lagos, où on aurait plus de compétition. Mais si les décideurs ont estimé, c'est un projet qui est passé à l'Assemblée nationale, donc le gars qui est à Bipindi, où je vais très souvent, originaire du Sud, ou alors chez mon ami Ipoa Campo, qui est maire, et qui a un député qui parle à son nom à l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin de dire qu'on fera sans vous. Il y a des gens qui ont parlé pour vous. Et le projet a été adopté au Parlement. Et donc le Parlement a décidé que le ministre de tutelle, le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures a jugé mieux qu'il faut faire ça à tel endroit. Mais ce que je veux vous dire ici, en fait, c'est que nous, dans le RDPC, après 7 mandatures du président de la République, nous savons où trouver ces électeurs. On n'apprend pas au RDPC, on nous dit que les électeurs sont à Moulundu, à Garigombo, à Ndelele, à Bipindi, ou alors chez moi là-bas à Mambiné, après Mandoumba. Non, nous savons. Et c'est pour ça que nous avons des relais qui font ce travail à la place du chef de l'État et qui vont au fin fond chercher ces électeurs. Mais je peux vous dire que vous allez voir des villages où avant l'arrivée du président de la République, parce qu'il a dit qu'il a découvert des choses, il n'y avait même pas de CES. Mes neveux aujourd'hui au village n'ont pas besoin d'aller à Matom pour aller au CETIC. Il y a des CETIC. On a rapproché de l'éducation, il y a des centres de santé intégrés. Il y a des améliorations, mais beaucoup d'améliorations, mais peut-être ne sont pas suffisantes. Et c'est comme ça dans presque tous les secteurs. L'eau, l'électricité, l'éducation, la santé. Maintenant, pour les routes, il y a 1 an, 8 mois, les routes que nous critiquons aujourd'hui étaient du velours. Mais avec les intempéries et la surcharge des camions, quand vous faites peut-être aider à Kribi, il y a des nids de poules partout. Ça devient impraticable. Donc, dans la prévision de la gouvernance, gouverner, c'est prévoir. Il faut faire la prospective. On aurait dû trouver certains palliatifs pour que les routes ne se dégradent pas en zone urbaine comme Douala ou en zone périurbaine comme celle de Kribi et Déa par exemple. Malheureusement, il faut que les Camerounais comprennent que le contexte sécuritaire encore actuellement au Cameroun nous coûte énormément cher. Et la paix, la stabilité, la sécurité du Cameroun, si cher au président de la République, n'a pas de prix. N'a pas de prix. C'est pourquoi on ne peut pas entretenir les routes. On construit, mais on n'entretient pas. Le chef de l'État a donné des instructions pour lever des fonds. Et l'argent sera trouvé, en attendant que cet argent soit trouvé pour la réhabilitation de ces routes. Le maire de la ville a donné une conférence hier pour dire quels sont les efforts qui sont faits pour réhabiliter les routes. Évidemment, ce n'est pas le sujet, Serge-Henri. On va revenir. Il a parlé des infrastructures. Oui. Maël a parlé des infrastructures. Lorsqu'il allait dans certains villages, il trouvait que les élèves n'avaient même pas l'eau potable. Les élèves n'avaient pas des bancs pour s'asseoir. Parce que les candidats sont sur le terrain. Revenons au sujet, 30 secondes. En 30 secondes. Dire à Serge-Henri que le projet du port de Kribi ne date pas d'hier. Au congrès de l'UNC à Bafoussam, je ne sais plus très bien. C'est comme les barrages. 80, tout est prévu déjà. C'est comme les barrages. Le congrès de la maturité. C'était en 80 ou en 81? En 80, je crois. En 80, à l'UNC à Bafoussam. Oui. Dans le discours du président Aïdjo, il dit nous devons faire de la construction du port de Kribi une priorité. Nous sommes en 1980. Donc Serge-Henri nous fait passer ça pour un projet qui est passé à l'Assemblée nationale hier et qui a été validé. C'est un très vieux projet et qui a une origine. C'est pas le projet du RDPC. Je vais vous faire comprendre que c'est comme les barrages. Et qui a été délocalisé parce que le port initialement qui devait être construit en eau profonde était celui de Limbe. Mais pour des raisons sécuritaires, on a eu un conflit militaire avec le Nigeria sur cette attaque de soldats camerounais, de soldats nigérians qui étaient entrés en territoire camerounais, je crois en 1978, avec le président Gowon. On a décidé de les localiser. Mais là n'est pas la question. C'est juste cette précision que je voulais avoir. Merci. Bouba Yaya voulait réagir également. Oui, je voudrais réagir par rapport au problème routier. Les infrastructures, globalement. Dans l'ensemble. En 15 secondes, puisque ce n'est pas le sujet. Oui. Bon, je crois bien que le problème des routes au Cameroun, c'est très lamentable, d'autant plus que quand tu quittes Douala pour Konsamba, je vous dis, normalement c'est dans 2 heures pour arriver à Konsamba. Non, une bonne partie a été réhabilitée. Aujourd'hui, on fait 5 heures. 5 heures, je suis constamment
À Konsamba? Non. Constamment. Après Bekoko, ça roule très bien. Et puis, quand vous quittez... Soyez honnête. Et combien de temps pour arriver à Bekoko? C'est la sortie. Et c'est ça les routes urbaines. S'il vous plaît, quand vous quittez Bonaberi pour arriver à Banga, c'est la guerre de combattants. Oh, dis donc. C'est la guerre de combattants. Cette route-là, je vais la prendre tête ce matin. On a vu une voiture s'est renversée ici à Bonaberi. Oui, mais ce n'était pas Mbanga. Ce n'est pas Mbanga. C'est Bonaberi. Mais c'est l'axe. Et c'est ce que votre candidat veut corriger. On a compris. Le candidat va corriger. Non, merci, Bouba Yaya. Mais je crois que c'est volontairement qu'on a laissé pourrir la route de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri. Il nous reste 10 minutes pour sortir de l'émission. Serge-Henri Kelbé, la préoccupation de l'ONU, c'est d'avoir au Cameroun... D'abord, ils sont au pouvoir, mais ils parlent encore plus sur ce plateau. Ce sera sa dernière prise de parole, puisqu'il ne nous reste que 10 minutes. La préoccupation des Nations Unies, c'est d'avoir au Cameroun des élections libres, transparentes, équitables, ainsi de suite. On pourrait l'avoir au Cameroun? Si oui, à quelles conditions? Ça a toujours été le cas. Premièrement, des élections libres, transparentes. Libres parce que je n'ai vu personne ligoter et traîner comme un petit chien pour aller voter. Les gens sont libres. Donc les Camerounais iront voter sans subir de pression, n'en déplaise à ceux qui appellent au boycott. Ça aussi, il faut en parler. Parce qu'il y a des gens qui tirent l'opposition et le pouvoir en arrière en disant que n'allez pas voter. Premièrement, donc les élections seront libres. Transparence, je pense que la présence des Nations Unies dans le travail technique qui sera fait est salutaire. Troisièmement, il y a plusieurs ONG qui sont actuellement au Cameroun, qui sont venus avant les dates des élections pour voir un peu comment ça se passe. Et je suis sûr que ces ONG seront accréditées pour surveiller, vérifier les élections au Cameroun. Et des ONG qui ont quand même, n'est-ce pas, un CV du bagou. Ceux qui ont été en République centrafricaine, certainement en République démocratique et en Côte d'Ivoire, certes, j'en connais, qui sont actuellement au Cameroun. Et d'autres vont revenir, vont s'installer d'ici peu pour surveiller un peu, pour observer. Ils ne surveillent pas. C'est des observateurs qui vont donner des points aux élections. Vous savez, en fait, quand le président de la République dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la postérité au Cameroun, il y a la démocratie. Et je pense que ce besoin de laisser un pays démocratique passe d'abord par le choix de nos dirigeants, le choix comment est-ce que je peux dire, des gestionnaires à la base des communes, des législatives, des régionales, ainsi de suite. C'est une volonté perpétuelle qui nourrit l'âme du RDPC, de voir un pays où les gens se lèvent avec engouement. Et constatez que 2025-ci, mais ce n'est pas que nous qui avons inscrit. L'opposition a fait énormément. Et donc, j'ai lu dans un réseau social où quelqu'un disait qu'il y aura 50 à 70% d'abstention. Je lui ai dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Il y a un engouement terrible à aller voter. J'ai seulement peur que ces candidats recalés, eux, fassent leur mot d'ordre de boycott sous les tables et disent à leurs militants... Vous faites encore une fixation sur les candidats recalés. Ces candidats. Merci Serge-Henri. J'ai dit ces candidats, pas Bouba Yaya, la condition pour avoir au Cameroun des élections libres et transparentes, c'est d'avoir des autorités administratives qui ne mettent plus la pression aux candidats à l'élection présidentielle et aux électeurs? Oui, cet engagement, c'est d'abord la volonté. Et si les Camerounais ont cette volonté de faire en sorte que les élections présidentielles du 12 octobre 2025 et donc la transparence. Et puis également, il faudrait que les Camerounais voter librement et que les résultats soient proclamés en faveur des candidats qui auront gagné. Et qu'on laisse également les organismes internationaux nous donner aussi le rapport. Donner aussi le rapport à tous les candidats qui seront en compétition le 12 octobre 2025. C'est ce qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'on tire ces observateurs internationaux dans des bureaux climatisés, qu'après ils nous sortent avec des rapports dont nous, l'opposition, ne pourra pas cadrer. Vous aurez vos PV. Donc, il faudrait qu'on nous respecte aussi. Mais pour assurer la transparence, on a des membres de l'opposition qui recrutent des observateurs électoraux. Est-ce que c'est également le cas à l'UNDP?
recruter les observateurs électoraux. Bon, dans les bureaux de vote, vous voulez dire? Oui, pour qui vont passer la journée dans les bureaux de vote. Non, les scrutateurs, c'est après. Ceux qui vont passer la journée dans les bureaux de vote. Les mandataires dans les bureaux de vote. D'accord. L'UNDP se prépare également pour dans chaque bureau de vote. Et même pas seulement les bureaux de vote. Il faudrait également recruter des mandataires dans les centres de bureaux de vote. S'il y a un problème rencontré par un mandataire dans un bureau de vote, il faudrait qu'il se tourne quelque part, il trouve quelqu'un qui puisse porter cela rapidement aux responsables du parti. Je voudrais dire également à mon confrère que la paix, c'est question de volonté. Je félicite les citoyens camerounais dans ce sens. Les Camerounais aiment la paix. Nous, on la constate. Les citoyens camerounais aiment la paix. Là, je leur donne, je ne sais pas, une médaille en or, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Le Cameroun ne veut pas se jeter dans la guerre follement pour pouvoir déranger sa petite vie. Le Cameroun demeure notre pays et nous demeurons Camerounais. Mon confrère et moi, après le 12 octobre, il faudrait qu'on se retrouve assis autour d'un pot en train de rire. Ça sera fait. Malgré que c'est l'UNDP qui emportera. Bonne chance. Ok, c'est noté, Bouba Yaya. Paul Maël, la sortie des Nations Unies vise à garantir une élection libre, transparente au Cameroun. Quelle chance pour que cette sortie-là soit prise en compte par le gouvernement dans l'ensemble? Aucune? Elle ne sera pas prise en compte. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, Claude Maillot, sont déterminés, et je mets déterminés en gras et en majuscule, sont déterminés à rester au pouvoir. Il y va de leur vie, il y va de leur survie. Et ils sont prêts à tout pour ça. Nous parlons sur les plateaux télé, mais je peux vous dire que là dehors, c'est très violent. C'est extrêmement violent. Ces gens sont prêts à tout pour rester accrochés au pouvoir. Mais je suis confiant. Pas dans les institutions, pas dans l'État du Cameroun, dans l'organisme en charge des élections. Vous avez vu le débat qui circule depuis aujourd'hui. Paraît s'il y a un membre de l'ECAM qui est sur les listes de campagne du président Paul Biya. Donc on ne peut pas faire confiance à cet organisme-là. Non. Par contre, je suis confiant en la détermination des Camerounais. Je pense que le RDPC peut être battu par les urnes. Je ne suis pas pour les gens qui disent que non, c'est plié d'avant. Je pense que le RDPC peut être battu, peut être battu par les urnes. Il suffit, parce que vous savez, il y a 3 niveaux de responsabilité quand on veut un changement dans un pays. Le premier niveau, c'est celui des leaders politiques qui ont la mission de montrer le chemin et de déterminer la vision. C'est ce qu'ils font. Le deuxième niveau, c'est celui des partis politiques et des organisations qui ont pour mission de mobiliser et d'éduquer les masses. Le troisième niveau, c'est le peuple lui-même qui peut décider de prendre son destin en main et de se dire que non. Et je peux vous assurer que rien n'est au-dessus de la volonté d'un peuple. Moi, j'ai vu ça en 2016. J'étais encore journaliste à l'époque. Je suis allé couvrir l'élection en Gambie, qui était dirigée à l'époque par un monsieur qu'on appelait Yaya Jammeh, qui était un vrai régime dictatorial, dur. Il tenait tous les leviers de l'État et les CAM, l'armée, la police. Tout était entre les mains de sa famille. Ils ont organisé les élections et les ont perdues. Il a d'ailleurs essayé de se maintenir au pouvoir pendant quelques semaines avant de se rendre compte que c'était peine perdue. Donc, on peut gagner. On peut gagner. Je pense qu'au soir du 12 octobre, le vainqueur de l'élection présidentielle sera un candidat de l'opposition. Et je reste confiant. À condition que les électeurs aillent voter. Les électeurs iront voter. Je vais vous donner 2 chiffres, Claude Maillot. En 2011, on avait 6,5 millions d'inscrits. On avait environ 4 millions de votants. Le président Biya a gagné les élections avec 3,7 millions électeurs. En 2018, il a gagné pour à peu près le même nombre d'inscrits. Il a gagné avec 2,5 millions. Ça veut dire qu'entre 2011 et 2018, il a perdu dans son électorat 1,2 million voix. Et dans les 2,5 millions qu'il a eu en 2018, il y avait les voix de l'UNDP, celles du FSNC, celles du MDR, bon, on dira l'UPC, voilà, etc. Aujourd'hui, il a perdu l'UNDP,
il a perdu le FSNC et il y a de grosses dissensions au sein du RDPC. Donc, je suis parti pour penser qu'il perdra encore entre 500 000 et 800 000 voix. Nous sommes à une élection à un tour. Quel que soit le tour. Même avec 34%. En 2018, même avec 34%. En 2018, on a eu un taux d'abstention de 46%, ce qui représente 3 millions de personnes. Si ces 3 millions de personnes avaient voté pour n'importe lequel des candidats, même 2,5 millions avaient voté pour n'importe lequel des candidats, l'opposition aurait gagné. Et le RDPC n'aurait rien pris dans les 3 millions là. Si c'était les candidats du RDPC, ils auraient voté. Non, mais peut-être que moi je m'adresse au peuple camerounais. Voilà. Le 12 octobre prochain, c'est nous qui décidons. La décision est celle du peuple. C'est nous qui décidons. Si nous décidons que M. Biya et son régime continuent à terroriser le pays, continuent à nous plonger dans la misère dans laquelle nous sommes déjà jusqu'au cou, continuent à faire prévaloir la corruption, le népotisme et tout ce qui va avec, ce sera notre décision. Si nous décidons de changer les choses, ce sera également notre décision et nous pouvons le faire. Et on va sortir par ces mots. Merci Paul Maël. Mais dans l'actualité des candidats, il a trop parlé, le candidat à Keremouna, on va revenir sur le programme du candidat du RDPC. Dans l'actualité du candidat du parti Univers à Keremouna, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours? Il est prévu dans les prochains jours. À partir de demain, nous nous rendons dans le sud-ouest, que nous allons essayer de quadriller très rapidement avant de remonter sur l'est du Cameroun à partir de la semaine prochaine. Après l'étape de Limbe, le candidat de l'UNDP ira où? Oui, il y a des étapes. Bafoussam, qui est dans le programme, et même Douala. Il y a Lomungo, à Djumbe Pendia, c'est dans le programme. Toujours dans ce mois, avant la date prévue pour la campagne. Serge-Henri Kelbé. Oui. Le candidat du RDPC fera une nouvelle sortie, peut-être. Il viendra à Douala rencontrer les électeurs. Comme une pieuvre. Comme les autres. Comme une pieuvre, le RDPC se déploie simultanément dans les 365 communes du Cameroun avec des présidents. Autorisation. 365. Vous déployez avec autorisation. Vous déployez avec autorisation. S'il vous plaît, Serge-Henri, allez-y. Non, mais attendez. Pour conclure. Nous, de manière simultanée, il y a des présidents communaux pour la campagne avec un bureau, vice-président, les membres, les chargés de mission. De manière simultanée, tous nos chefs de délégation donneront le mot d'ici le 15 septembre et nous allons nous déployer comme un seul homme dans les 365 communes du Cameroun. Donc on n'a pas besoin les électeurs verront les représentants du candidat sur le terrain. Certainement. Merci Serge-Henri, merci Paul Maël, merci Bouba Yaya. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous lundi 19h30 sur Balafon TV, 20h sur Radio Balafon.